Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme. Carte sur table, évidemment, 21h, 23h, 2 heures de débat, 2 thèmes, 4 invités, ou plutôt 5, 4 sur le plateau et puis 1 du côté de la France. Nous allons essayer de réfléchir sur les activités des partis politiques. En cette période, on a failli dire morte, relativement aux élections, qu'elles soient locales ou nationales. On va interroger les activités socio-culturelles des partis politiques sous fond de stratégie de pré-campagne, qui sait peut-être ou pas, ou alors activité normale. Le prétexte, évidemment, c'est cette image qui a longuement circulé sur les réseaux sociaux, cet élan de cœur du SDF qui est allé réhabiliter ou qui réhabilite en ce moment encore l'école publique de Noudaido ici à Douala, une image qui a circulé, qui a suscité un tollé en général. L'école a été repeinte aux couleurs vertes et blanches. D'aucuns pensent que ce sont les couleurs de d'Eido, la chefferie, Léopard. D'autres estiment que le SIF en a profité pour en faire la promotion. Mais bref, c'est un prétexte. On ira au-delà. Le deuxième thème, on va au-delà des acteurs premiers qui sont les spécialistes et experts du football, avec les partis politiques, notamment ceux qui sont représentés sur ce plateau. On va essayer d'analyser, de commenter tout ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, notamment après la rencontre ordinaire du comité exécutif national, suivie de celle de l'Assemblée générale, qui se sont déroulées à Douala cette semaine avec des résolutions. On parle de 100 millions de francs pour le prochain champion du Cameroun, mais on parle également d'une révision au niveau des mandats du comité exécutif à partir de son président. Tout cela va donc faire partie également des thèmes de cette émission. Alors, pour faire simple, activités socio-culturelles des partis politiques, stratégie de campagne, telle que formulée, Samuel Eto'o-Fils contre vents et marées d'entrée. Je dis bonsoir à Vincent Kamga Temgo. Bonsoir monsieur, merci de me recevoir. Merci infiniment d'être des nôtres, c'est la première. Oui, c'est la première après une longue période d'absence de plusieurs années. Ah ouais. Oui. Vous êtes retour au Cameroun, oui. Avec... j'ai fait des performances académiques un peu plus poussées, oui, qu'au départ. Oui. Merci infiniment de cette amitié que vous nous faites. Je vous en prie. Pour le plaisir de nos téléspectateurs. Tout l'honneur est pour moi. Yves Obama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous qui nous suivent à la maison. Je suis heureux d'être une fois de plus sur le plateau pour le compte du RDPC. Je rappelle que Vincent, il est là en tant qu'analyste. Hein. Il interroge les questions sociopolitiques et autres. D'accord. Bonsoir Mathurin Biol. Bonsoir Dipita Tonga, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. C'est le SDF. Et puis enfin, bonsoir à Charles Dicam. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve de nouveau parmi vous. On aura Jean-Jacques Ndiok Miseke, certainement dans cette émission. Il est le président en France pour le PCRN. Et il nous a promis... Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Dipita. Et bonsoir à tous les panélistes qui sont présents ce soir. Merci infiniment d'être de l'autre côté de la ligne avec nous. Peut-être avant de prendre le générique et la première thématique, je voudrais savoir, Cabral est bien en ce moment tourné en France. On l'a vu avec, entre autres, le président Mélenchon, d'un mouvement de l'extrême gauche française. On l'a vu tout à l'heure avec l'ambassadeur du Cameroun en France. Est-ce que vous pourriez nous faire le point de cette sortie-là? Ce que je peux vous dire, c'est que le président Cabral Libye est un républicain. Et à ce titre, quand il lui arrive de faire des déplacements à l'extérieur du Cameroun pour rencontrer les compatriotes, autres que ceux de son parti, il est de son devoir, premièrement, de rendre visite à ce qui est considéré comme le petit Cameroun à l'extérieur, c'est-à-dire l'ambassade. Ça a toujours été cela son credo. À chaque fois et dans tous les pays où il peut passer, il va à la rencontre de l'ambassadeur pour à la fois discuter avec lui des difficultés
que rencontrent les Camerounais installés dans ces différents pays et aussi apporter à M. l'ambassadeur les éléments qu'il aurait récoltés de sa tournée sur le terrain. Ça permet à ce que l'ambassadeur puisse, à son niveau aussi, avoir, n'est-ce pas, la réalité que les Camerounais vivent dans les territoires où ils sont présents. De l'autre côté, vous avez évoqué sa rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. Il a été invité par cette formation politique, la France Insoumise. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, c'est troisième à l'élection présidentielle de 2022. En 2017, il était quatrième. Donc, il a progressé. Donc, à ce titre aussi, c'est toujours important pour des leaders politiques de faire un échange dans le cadre de leur parcours, de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc, la France Insoumise a invité le président, le PCRN, à travers son président, pour prendre part, n'est-ce pas, aux universités d'été qui ont lieu chaque année. Cette démarche a été, n'est-ce pas, portée par l'honorable Biba François, qui a travaillé en amont avec, n'est-ce pas, la coordination française du PCN pour aboutir, n'est-ce pas, à cette rencontre qui a été pour nous un moment exceptionnel, un temps fort dans les relations de l'opposition du Cameroun, n'est-ce pas, et les diverses organisations extérieures. Le PCN se rapproche-t-il de l'extrême gauche? Non, on ne peut pas dire qu'il se rapproche ou bien qu'il ne se rapproche pas. Le point commun entre ces deux organisations, c'est qu'ils placent l'humain au centre de leurs préoccupations. La France Insoumise lutte pour que le citoyen français puisse bénéficier de ce que la France peut produire. Le président Cabral Libi lutte pour que le Camerounais puisse bénéficier des bienfaits du Cameroun. Voilà un peu le socle commun qui est entre ces deux organisations, parce que l'humain est au centre des préoccupations de ces deux organisations. Merci. Peut-être pour terminer cette première phase, peut-on avoir la suite du programme de Cabral Libi là-bas? D'autres rencontres de ce niveau? D'autres, y a-t-il des réunions, des meetings? Qu'est-ce qui est prévu pour après? Écoutez, le président Cabral Libi est au terme de sa mission. La mission principale était d'assister aux universités d'été de la France Insoumise. Il a rendu visite à M. l'ambassadeur. Et vous avez vu encore cet après-midi, il a rendu visite à une famille épeurée, une jeune dame dont sa maman a été décapitée dans un hôtel à Yaoundé. Donc il a aussi rendu visite à cette dame pour essayer d'apporter le réconfort de la nation camerounaise, du parti camerounais et son réconfort personnel. Donc il a rempli la mission qu'il était venu faire ici. Nous, ces militants, nous, ces collaborateurs politiques, nous sommes contents de ce séjour. Donc il va très certainement dans les prochains jours, les prochaines heures, rejoindre le Cameroun pour aussi continuer sa mission sur le territoire national. Alors vous restez avec nous, hein. On va prendre la transition et puis on va entamer le premier débat auquel vous allez participer pendant ces 2 heures. Alors, premier thème donc, on va essayer d'interroger les activités socio-culturelles des partis politiques. D'abord, cher monsieur, la parole, je vais certainement la distribuer, mais d'entrée, je voudrais savoir, dans une période comme celle-là, qui n'est pas forcément une période de grande animation politique, en termes de campagne, puisque l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, quelles sont les activités qui animent vos cellules peut-être à la base ou alors vos différents partis politiques? Comment est-ce que cette période, Mathurin, est occupée? Oui, dans cette période comme celle-ci, on s'occupe à former les militants. Dans les cellules, il y a des réflexions sur les sujets qui sont des sujets qui peuvent résulter de l'actualité. Ce sont des sujets qui peuvent être des sujets liés au fonctionnement du parti. Ça peut être des décisions qui sont prises au niveau du sommet. Donc, en ce moment-là, ces décisions-là sont répercutées à la base et elles sont débattues, elles sont discutées et elles sont implémentées. Et il y a aussi nous organisons souvent des inscriptions, pas sur les listes électorales. Donc, nous amenons les Camerounais à s'impliquer
sur l'activité politique, à s'impliquer sur la gestion de leur pays, donc en les encourageant à s'inscrire massivement dans les listes électorales. Donc ce sont les activités que nous organisons généralement en ces périodes qui ne sont pas les périodes électorales. Donc il y a aussi, par exemple, en ce moment, il s'agit d'une rentrée scolaire. Il nous arrive de faire des dons aux populations qui sont des populations déplacées, du fait, par exemple, des guerres, dans certaines régions du pays. Par exemple, les populations du nord-ouest, sud-ouest, récemment, dans la région du Mongo, ont bénéficié des dons, des cahiers, des livres, de certains cadres de notre parti politique. Donc voilà les activités que nous faisons en ces périodes qui ne sont pas des périodes électorales, mais qui nous obligent toujours d'être proches des populations et de leur montrer qu'il ne s'agit pas tout simplement pour nous d'attendre la veille d'une élection particulière pour montrer que nous sommes préoccupés par leur sort. Donc il faut que nous soyons toujours présents, même en une période non électorale, en nous rapprochant de ces populations-là, en mettant sur pied des activités qui marquent notre présence et qui marquent notre engagement à faire évoluer leurs conditions de vie. Yves Obama. Oui, avant de me prononcer en fait sur cet élément-là, je voudrais dire toute mon incompréhension quant aux commentaires que le représentant du PCN fait sur la visite du président Cabral Libye en France. Et que je suis étonné et j'ai le sentiment que certains opposants sont en train de vouloir dire aux Camerounais que l'opposition n'a pas de règles. Quand vous êtes opposant au Cameroun, vous êtes libre de vous allier à un opposant de France, même s'il appartient à un bord politique qui est radicalement opposé au vôtre. Je voudrais rappeler ici que la France insoumise a comme valeur l'anarchie, a comme valeur l'anticapitalisme, a comme valeur l'universalité. C'est-à-dire que si par exemple vous attaquez les Arabes, les Noirs en France en leur disant qu'ils ne sont pas chez eux, vous trouvez Mélenchon en face. Donc quand vous êtes un président de parti qui, au Cameroun, décide de nous proposer comme projet le retour de chaque Camerounais dans son enclos communautaire et que vous allez à la rencontre d'un universaliste et que des gens viennent nous brandir cela à la face comme trophée, ils jubilent, ils se disent que oh, le président Cabral Libye est allé rencontrer Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est une autre victoire, on est en train de montrer que oh, voilà le troisième président. Mais on a l'impression que finalement, chez certains opposants, il faut tout mélanger. Non, la politique se fait aussi sur des bases rationnelles, des bases idéologiques. Il n'y a aucune raison un parti politique qui prône, je vais dire, comment je vais appeler ça, l'enfermement communautaire, aille célébrer une rencontre avec les universalistes. À la rigueur, ils auraient dû décliner même l'invitation, plutôt que d'y aller et de revenir nous la brandir comme trophée. C'est une victoire, voilà ce qu'on a fait. Non, ça donne le sentiment que sur notre scène politique, il n'y a pas de lisibilité et que les gens posent les actes juste pour les poser. Je me serais attendu à ce que M. Cabral Libye, l'honorable Cabral Libye, aille par exemple aux universités d'été du Front National, parce que ce sont des gens qui, à peu près, ont des mêmes valeurs, parce qu'on vous dit le français d'abord, le corse d'abord, ceci ou cela. Qu'il aille là-bas, on aurait compris, mais on ne comprend pas que quelqu'un qui, sur l'échiquier politique camerounais, se situe à l'extrême droite, aille célébrer une rencontre avec quelqu'un qui, sur la scène politique française, se situe à l'extrême gauche. C'est une incompréhension totale. Ça nous amuse, ça nous conforte dans l'idée que il y a beaucoup trop de blagueurs sur la scène politique camerounaise. Maintenant, je reviens sur la question que vous posez, à savoir la vie des partis politiques en période je vais peut-être vous reprendre la parole, oui, tout au moins pour refermer cette brèche, oui, parce que le MRC également a été invité à participer, peut-être pas au même niveau de responsabilité. Oui. Mais je voudrais d'abord donner la parole à Jean-Jacques, s'il a suivi. On va peut-être... Jean-Jacques? Je pense que j'ai déjà suivi ce jeune monsieur du RDPC dans d'autres plateaux et je constate encore ce soir, j'ai la conviction qu'il est un jeune monsieur en politique, donc il ne maîtrise pas beaucoup les rouages politiques. Qu'il se permette de dire... Laissez l'individu attaquer l'idée, s'il vous plaît. Qu'il aurait souhaité, s'il vous plaît, qu'il aurait souhaité que le président Cabral Libye aille au Front National, qui prône l'enfermement française sur elle-même, qui prône le rejet d'autrui. Donc je comprends donc pourquoi le RDPC brandit le tribalisme au Cameroun d'une manière sévère pour diviser les Camerounais. À travers ce que ce monsieur vient de dire ce soir, ça montre encore
à suffisance que le RDPC a comme chiffon rouge le tribalisme, la séparation des Camerounais, qui se permet de dire qu'il aurait souhaité, ça veut dire qu'il peut, depuis que le chef de l'État, Paul Biya, est au pouvoir, à aucun moment, il n'a jamais prononcé le nom du Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, que son représentant sur un plateau de grande écoute dise qu'il aurait souhaité. Ça veut dire qu'il peut demander à Paul Biya d'aller se mêler dans un congrès du Front National où toute la France est vent debout contre ce parti qui divise les Français et que lui, il autorise au Cameroun. Donc ça montre à suffisance le tribalisme qui est le leur. Je dis encore, la France insoumise a fait ce qu'on appelle une coalition, la NUPES, qui a permis aujourd'hui de mettre Macron en difficulté. Écoutez-moi très bien, de mettre aujourd'hui Macron en difficulté. La France insoumise, c'est un parti comme tous les autres partis. Je l'entends, il dit que c'est un parti extrémiste. Non, ça veut donc dire qu'il écoute beaucoup les journaux, il ne lit pas la doctrine de ce parti. D'accord. On va peut-être écouter Charles Dicam sur la même problématique et puis on la referme. C'est juste pour avoir des réactions parce que ce n'est pas forcément le thème de ce soir. Charles? Bon, je dis une chose qui va dans le sens de mon prédécesseur. La France insoumise est un parti d'extrême gauche. Ça ne souffre d'aucune contestation. D'aucune contestation. Ses idées sont connues. Son rapprochement éventuel qui a malheureusement avorté pour cause d'ego surdimensionné de l'un et de l'autre avec Marine Le Pen, connu également. Mais je m'arrêterai là, juste, mais alors là, c'est Charles Dicam qui va s'exprimer, pas le militant du RDPC, du MRC. Toutes les photos ne sont pas bonnes à prendre. Parce que je pense que c'est le principal souci de ce parti, c'est vouloir paraître à tout prix et les flashs ne sont pas toujours bons. Une actualité récente nous l'a montré. Parfois, il faut savoir se mettre en background. Pour le dire, nous avons un mouvement jeune qui a été invité à ces mêmes assises, qui est plutôt allé apprendre en matière organisationnelle, mais pas au point de le brandir comme un trophée parce que ça ne correspond pas à nos idéaux. Maintenant, nous sommes dans un pays étranger. Le président national a annoncé ça sur sa page Facebook, cette rencontre-là. Non, eux-mêmes, moi, je peux comprendre. Non, parce qu'ils ont des sujets sur lesquels, par exemple, l'universalité, vous vous retrouvez avec eux. Je vous rappelle que nous participons aux réunions de l'Internationale socialiste aussi, quand voilà. nous y sommes invités, et nous, on a des choses en partage. Mélenchon, c'est la NUPES. Aujourd'hui, c'est le chef de file de la NUPES. La NUPES, c'est qui? C'est le Parti socialiste aussi avec. Donc, tout n'est pas à rejeter. Mais je dis, autant nous disons ce que nous faisons, et c'est ce qui explique que sur notre page, effectivement, cela figure, mais autant nous ne brandissons pas cela comme un trophée, parce que Mélenchon n'est pas vraiment l'exemple que nous souhaiterions suivre au Cameroun. Ça n'est inconnu de personne. D'accord, on reprend donc le fil. Je pense que c'est compris, hein, désormais, Jean-Jacques. On reprend le fil de l'émission. Yves, vous avez donc la première lecture, votre première prise de parole sur le thème de ce soir. Oui, sur le thème du soir, c'est-à-dire que l'activité des partis politiques en période de décrue politique. Oui, d'abord, la question était de savoir, vous, comment est-ce que vous vous occupez en cette période? Bon, si vous voulez, quand on vous dit comment on s'occupe... Avant l'analyse. Hein. Voilà, vous n'avez qu'à voir un peu l'actualité depuis quelques jours. Hein. Vous savez que le SG du comité central, le grand camarade Jean Kueté, a été annoncé comme partant dans une tournée depuis le 17 août. Il a visité la région de l'Adamawa, il était à l'est, il vient de l'ouest et il va finir dans le littoral. Et il a été, comme l'a annoncé le secrétaire à la communication, le ministre Jacques Famandongo, c'était une visite de travail dont en fait il va sur le terrain pour essayer de remobiliser les troupes. Quand vous entendez ce qui est prononcé comme discours, vous comprenez que le parti est en train de vouloir redynamiser ces mouvements. Bon, vous êtes libre de supputer ainsi, hein. Vous pouvez au Congrès, c'est votre liberté à vous. Mais nous disons qu'on est en train de vouloir remobiliser les troupes pour les échéances à venir. Et c'est pratiquement normal. Et je pense que c'est un événement que nous voyons dans beaucoup d'autres partis politiques. Bref, c'est la vie normale des partis politiques. Il aurait même été curieux qu'il n'en soit pas ainsi en ce moment. Comme quelqu'un l'a dit, 2025, ce n'est pas loin.
Et nous savons tout ce qui arrive en 2025. Il est quasiment normal que les partis fassent ça, et notamment le RDPC. Vous savez que certains chez nous sont spécialistes dans les photos. C'est-à-dire que dès qu'on a une petite tournée de 5 ou de 6 personnes, on fait les photos, on met sur les réseaux sociaux, on annonce les grandes victoires. Le RDPC, ce n'est pas sa façon de fonctionner. Il n'en demeure pas moins que sur les réseaux sociaux, on a également vu la... Non, sur les réseaux sociaux... On voit également Jean-Pierre Tessé de Pré. Effectivement, c'est nous qui mettons cela, nous qui sommes des vendeurs de l'action du parti. C'est nous qui mettons cela sur les réseaux sociaux pour montrer quand même aux Camerounais, parce que nous avons un devoir de vérité, un devoir d'information envers les Camerounais. Nous mettons cela sur les réseaux sociaux. Et vous savez le nombre important de Camerounais qui fréquentent les réseaux sociaux. Il est de bon ton que nous leur disions, le parti ne dort pas. Le parti se prépare, il ne fait pas de bruit, il ne sonne pas les trompettes, mais il est sur le terrain et voilà ce que nous faisons. Voilà. Charles? Mais je ne sais pas ce que je pourrais rajouter à ce qu'ils ont dit tous les deux, à l'exception du RDPC qui, lui, a fait ses renouvellements d'organes de base un peu plus tôt que nous. Je pense que le SDF est en plein dedans également. Nous y sommes aussi. Ça constitue déjà l'essentiel de notre temps en ce moment. Nous avons commencé donc par une première région, suivons les autres. Rien que l'organisation parfaite, si la perfection est humaine, de ces élections-là nous occupe déjà beaucoup. En dehors de cela, nous appelons, et c'est pour ça que je ne voulais pas répétitif, à appeler les Camerounais à prendre conscience de ce que leur destin dépend d'eux, et au travers de cela, à leur demander d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons des séminaires de formation également. Donc c'est la vie normale en ce moment, à la différence que nous, comme le SDF, avons un cap. On a une convention l'année prochaine. Bon, les autres, je ne sais pas, ça reste encore un petit peu flou, mais on a un cap. Donc, ne serait-ce que par rapport à cette convention le congrès mystique de l'année prochaine, nous sommes en ordre de marche. Mais manifestement, je pense que l'année prochaine se tiendront pas mal d'événements de ce genre-là. Avant peut-être, Vincent, on va finir avec les partis politiques. Et vous, Jean-Jacques, au PCRN, qu'est-ce qui vous occupe en cette période? Nous sommes un parti républicain, nous sommes un parti qui est amené à exercer le pouvoir. Donc après une élection, on commence à préparer une autre élection. Après l'élection 2018, on s'est mis à travailler pour préparer l'élection 2025. Après les élections locales de 2020, on s'est mis à travailler pour l'élection de 2025 locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tout un ensemble de programmes qui occupent des camarades sur les inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez d'une manière permanente sur les réseaux sociaux, ainsi que dans certains médias, comment est-ce que nous nous occupons de janvier à août. Je recevais encore il n'y a pas très longtemps les résultats de Yabassi sur les inscriptions sur les listes électorales. Ça montre que notre préoccupation est d'enrouler, de communiquer, d'expliquer aux Camerounais l'intérêt d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et pour le conquérir, il faut avoir du suffrage. Et pour avoir du suffrage, c'est amener les Camerounais et les Camerounaises à s'inscrire sur des listes électorales. Donc notre tâche principale après une élection, c'est d'aller sur le terrain, de mobiliser, de remobiliser et d'amener les uns et les autres à pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. C'est la principale activité qui est la nôtre entre deux élections. D'accord. Alors vous, Vincent, vous n'êtes pas forcément politique, mais je veux dire, quand vous observez tout cela avec du recul, vous vous dites? Bien, je pense qu'il faudrait d'abord clarifier quelque chose au sujet. Je ne vais pas me faire l'avocat du PCRN, mais je pense qu'il faudrait clarifier quelque chose, c'est que les hommes politiques, quel que soit leur bord, ont vocation à se rencontrer, à discuter, à échanger. Parce qu'ils sont amenés à vivre soit dans le même environnement qui est un pays, soit à vivre dans le même environnement qui est un espace global. En fait, on regarde des intérêts entre quelles que soient leurs idéologies, ils ont vocation à gouverner des États. Et quand on gouverne un État, ce n'est pas avec l'idéologie, c'est avec la réalité des problèmes qui se posent et les besoins qui sont concrets et qui constituent des problèmes qui doivent être résolus de manière concrète. Ce n'est pas de manière concrète, pardon. Ce n'est pas le fait de l'idéologie ou bien de l'orientation, ou bien qui détermine la manière dont les hommes politiques doivent se rencontrer. Ils ont vocation à le faire. Maintenant, pour venir aux activités de partis politiques, il faut savoir qu'il y a deux types de partis politiques. Il y a les partis politiques qui ont des élus, il y a des partis politiques qui n'ont pas d'élus. Il y a même des partis politiques qui sont au pouvoir. Le président de la République, c'est toujours un élu. Maintenant, les partis politiques qui n'ont pas d'élus, généralement, et qui ont participé à une élection précédente, généralement, ils font un bilan. Ils se réorganisent, essayent de comprendre où est-ce qu'ils ont fauté.
Généralement, ça aboutit à des querelles intestines, à des mauvais choix qu'on veut, des conflits internes et tout, et on essaie de juguler et tout, et puis on essaie de se réorganiser, mener des activités qui vont permettre à ce qu'on se prépare pour les prochaines élections. Généralement, c'est cela, et ça passe donc par la remobilisation, l'installation des organes de base, et puis l'appel des citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, et tous ceux qui participent des campagnes dans les réseaux sociaux où les activités sont présentées, etc. Maintenant, il y a des partis qui sont dans les institutions. Et généralement, ces partis sont des partis qu'on appelle les partis de gouvernement. Ils ont vocation à présenter un bilan qui relève de l'exercice du pouvoir. Et en cela, donc, ils doivent absolument être capables de montrer en quoi ils ont contribué à l'amélioration des vies des populations et au développement de la société. Et généralement, ils sont plus occupés à pouvoir mobiliser les militants pour les personnes qui sont élues, dans le sens de vouloir démontrer que ces personnes-là agissent forcément bien. On le voit au quotidien dans la manière dont les choses se passent. Et même dans la manière dont le président de la République est présenté comme un chantre de l'action absolument concrète et déterminante pour l'avenir du Cameroun. Cela participe donc de ce que les partis politiques qui sont dans les institutions ont intérêt donc à se présenter aux élections avec un bilan concret de leurs acteurs qui ont été élus par les populations. Et ces institutions, on parle bien sûr des institutions locales, les mairies et les institutions nationales, l'Assemblée nationale et bien évidemment le président de la République. Donc cela dit, cher monsieur, au regard donc de ces... Oui, je voulais dire au docteur que je comprends la préoccupation, hein, mais je voudrais lui signaler que les universités d'été d'une formation politique ont pour but d'approfondir le militantisme des partisans de cette formation. Donc si je vous invite, vous, qui n'êtes pas du même bord idéologique que moi, à mes universités d'été, c'est qu'en fait, je veux vous convaincre d'adhérer au bord idéologique qui est le mien. C'est en cela que je dis, le PCRN, avec la position qu'il a sur l'échiquier politique camerounais, ne devait pas accepter cette invitation. Normalement, les hommes politiques ont vocation à se rencontrer. C'est différent d'un congrès, ou d'une convention. Si vous me dites qu'il a été invité au congrès de la France insoumise, ok, on va dire c'est normal, mais aux universités d'été, c'est quelque chose de différent. Jean-Jacques, une seconde. Ça me permet, Jean-Jacques, une seconde. Ça me permet de reprendre une image. Oui. Le MRC était par exemple au congrès ou à la convention de l'UNDP. Et là, ça tombe bien, vous avez des conventions au congrès. D'accord. Université d'été, c'est pas pour rien qu'ils mettent université dedans. C'est quelque chose d'idéologique. C'est la réflexion profonde sur le mouvement, son soubassement idéologique, comment est-ce que ça fonctionne. Jean-Jacques, vous avez la parole. Que quelqu'un qui est à l'extrême gauche... Non, mais c'est son sérieux. Non. Vous avez une très mauvaise connaissance des universités d'été. Vous avez une très mauvaise connaissance. C'est sûr. Les universités d'été, je vous prends encore le cas, j'en ai participé pour d'autres formations politiques. Je veux prendre le cas de celles qui ont eu lieu, celle de la France Insoumise. Il y avait les représentants du parti de Macron certains ministres ont débattu avec les députés de la France Insoumise. Certains anciens ministres des Républicains ont débattu avec cela. Les conventions d'été, c'est un échange entre les partis politiques, les positions des uns et des autres. Ça, c'est faux. Les Républicains ont discuté avec la France Insoumise sur l'Europe. La France Insoumise a des positions, En Marche a des positions. Ils ont gardé leur position, la France Insoumise a gardé les leurs. Ils ont discuté pour comprendre d'où viennent les difficultés. Donc ce n'est pas forcément l'adoption ou bien amener les autres à adhérer. Non, chacun défend ses positions, chacun explique pourquoi est-ce que nous restons sur telle position. Donc je vous conseille d'aller par exemple sur le site même des Républicains, d'En Marche, de la France Insoumise, vous regardez à peu près les débats qui ont eu lieu entre les différentes formations politiques au cours de ces universités d'été. Ce n'est pas forcément... Ce que vous dites est faux. J'ai vérifié ça, c'est faux. Quand le RDPC invite le SDF au congrès... À notre congrès, vous dites bien le congrès. Il y a un congrès, tous les partis politiques d'ailleurs sont... À mon congrès, je peux inviter n'importe qui. Tous les partis politiques... C'est différent. Le monsieur parlait des choses qu'il ne comprend pas. Et il prétend que moi, je ne comprends pas. Aucun parti politique ne prendra jamais la parole de manière officielle en tribune à une université d'été. Voilà. Jamais. Alors que, lors d'un congrès,
on peut donner la parole aux invités. Oui, mais vraiment, c'est pas le thème. Les universités d'été, ça date pas d'aujourd'hui. J'aimerais juste dire que l'université d'été, c'est une rencontre politique. D'accord. Ça constitue la rentrée d'un parti politique. Et en même temps, la remobilisation. Il relance annuellement ses activités. Et il peut avoir des membres qui sont statutaires, les militants et tout, mais il peut aussi avoir des personnes invitées en tant qu'observateurs. Observatrices, il faut le dire ainsi. Donc, il ne faut pas dogmatiser les choses. La politique n'a pas vocation à être cloîtrée dans des manières de faire qui voudraient que les choses se passent uniquement comme ci ou comme ça ou comme ci. Les militants du PCRN, les jeunes du PCRN peuvent rencontrer les jeunes de La République En Marche lors de l'université d'été de La République En Marche. Ils discutent, ils essayent de comprendre où est-ce qu'ils sont convergents, où est-ce que... Et ça permet donc d'ouvrir l'esprit et de se comprendre et de savoir où est-ce qu'on peut apprendre de l'autre. C'est ça la notion d'université. Donc il ne faudrait pas être dogmatique dans la manière de concevoir ces rencontres politiques. Elles n'ont pas vocation à être... Là, c'est la théorie. En pratique, jamais vu ça. Je pense que pour une fois pour toutes... Je vais placer un mot là-dessus. Oui, Biol. En fait, effectivement, les universités d'été sont comme des périodes où un parti politique décide, n'est-ce pas, de redynamiser, de donner des éléments idéologiques à ses militants, de reformer, de réorienter. Donc, si il est arrivé que le PCN a eu une invitation du parti La France Insoumise, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu accepter cette invitation-là, s'il s'agit peut-être d'apprendre. Encore qu'au Cameroun, on a l'habitude de fonctionner véritablement dans un flot idéologique. Les partis politiques ne définissent pas véritablement clairement quelles sont leurs idéologies et peuvent faire fonctionner dans le clivage opposition, parti au pouvoir, qui en réalité ne veut pas... Voilà, masquer pas mal de... Voilà, donc qui en réalité ne veut rien dire. Et c'est donc ça qui motive ce genre d'invitation. Et nous brandissent ça comme des victoires. On a vraiment besoin que les partis politiques définissent clairement quelles sont les idéologies qui conduisent leur mouvement et qui définissent leur mouvement et leurs actions, afin que les Camerounais soient éclairés et qu'ils puissent faire des choix éclairés au moment venu. Alors pour revenir au débat, cette fois-là, Vincent, alors si on interroge par exemple le déploiement des partis politiques en cette période, je le dis encore peut-être morte sur le plan de la promotion, de la propagande politique, sur le plan de l'animation électorale par exemple, est-ce qu'on a le sentiment que les partis politiques camerounais ont la stratégie, la démarche d'accroche pertinente pour qui sait peut-être convaincre ceux qui ne sont pas engagés, convaincre ceux qui doivent être élus, davantage intéresser leurs militants à mieux implémenter leurs idéologies? Ça, c'est... Je vous donne une thèse. C'est un peu compliqué dans notre contexte. D'accord. Pour deux raisons. La première raison, c'est le problème de moyens. La plupart des partis politiques dans notre environnement n'ont pas assez de moyens suffisants pour être capables de se déployer de manière concrète et sérieuse sur le terrain. D'accord. Et la deuxième raison, c'est les motivations que les militants qui sont dans les partis ont qui justifient leur adhésion. Généralement, l'adhésion est basée sur des raisons qui n'ont rien à voir avec le but même qui est celui des partis politiques, c'est-à-dire concourir au suffrage, à l'expression du suffrage. Soit c'est des adhésions nombrilistes ou bien ethnico-centrées, soit c'est des adhésions qui ont vocation à permettre à des individus de faciliter leur accession à des ressources publiques qui sont très rares, soit c'est des adhésions qui visent à ce que qui ont pour but, qui satisfont l'idée que certaines personnes voudraient à un moment donné rentrer dans les institutions pour pouvoir aussi bénéficier de la manne qui s'y trouve. C'est généralement cela. Donc, penser que les partis politiques puissent véritablement se déployer sur le terrain, on observe dans notre environnement qu'il y a en permanence des chicanes entre les partis. L'électeur, on a l'impression, n'est pas la cible. La cible des partis politiques, c'est les partis politiques, c'est les personnalités politiques, c'est le comportement des personnes dans les partis politiques. Telle personne a rencontré telle autre.
Tel était à une soutenance peut-être le visage de tout ce qu'on voit comme querelle sur les réseaux sociaux. Avec le portrait du président derrière lui. Telle personne décide que non, le président de la République, ce n'est pas le président, c'est moi le président. Telle personne... Et ça confisque le débat public et l'espace public se sature. Enfin, on est dans la diversion. De la diversion. Or, véritablement, les partis politiques en période, qu'on peut appeler période morte, doivent se replier sur eux-mêmes et définir des stratégies par lesquelles ils vont aller au contact des militants pour les galvaniser, mais surtout aller au contact des populations qui sont ce qu'on appelle les sympathisants ou bien des personnes neutres, pour les convaincre de ce que le parti vit et que même sans adhérer au parti, il y a un fonds qui est vendable, parce qu'un parti politique, il vend une ressource. Et cette ressource-là, c'est à la fois une nouvelle façon de concevoir la société, une nouvelle manière d'entrevoir les choses. C'est aussi une manière de galvaniser les personnes simples pour les convaincre de ce que leur destin est entre leurs mains. Mais ce n'est pas entre leurs mains parce qu'il faut qu'ils votent. C'est entre leurs mains parce qu'ils apprennent, à se comporter comme des citoyens dans la cité. Parce que nous sommes supposés être en démocratie. Et en démocratie, le citoyen n'est pas celui qui vote et s'en va se coucher en attendant que les partis politiques fassent des miracles. Il élit et il s'arrange absolument à ce que les personnes qui sont élues fassent ce pourquoi elles sont élues. Et c'est le rôle des partis politiques de faire tout cela. Mathurin, pour me résumer, sur la pertinence des actions des partis politiques en période morte. C'est la question précédente, je l'ai dit en plus simple. La pertinence, c'est normal que les partis politiques agissent, n'est-ce pas, en période morte. Et sinon, ils risquent de se faire oublier. Donc, en fait, quand je dis pertinence, c'est une forme d'évaluation sur l'impact. Oui. Sachant qu'évidemment, la cible, c'est le citoyen lambda qui peut être sympathisant, militant ou alors non engagé. Je ne comprends pas très bien la question. C'est-à-dire que dans une période comme celle-ci, est-ce qu'on peut apprécier, est-ce qu'on peut jauger le déploiement que vous, on a fait un descriptif tout à l'heure des actions que vous menez, vis-à-vis donc de la cible qui a priori serait le citoyen. Oui, et on peut bien juger cela tout simplement aussi par comment on va dire ça, tout simplement ce qu'on reçoit comme écho de la part des populations et aussi par ce que véritablement l'opinion publique, n'est-ce pas, accorde comme valeur à ces actions-là. Donc, si par exemple, nous décidons, nous sommes le SDM, nous sommes un parti social-démocrate, nous sommes un parti socialiste, c'est-à-dire que la priorité pour nous en tout temps, à tout moment, c'est l'être humain, n'est-ce pas, c'est notre priorité, et nous accordons toujours un prix particulier à être proche, n'est-ce pas, des intérêts sociaux des populations. Ces intérêts sociaux, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, et ça peut être en tout cas tout ce qui est vraiment social. Voilà pourquoi, pour nous, il est important que dans une période comme celle-ci, à chaque moment particulier, on s'accorde à se poser la question, est-ce que les populations sont vraiment à l'aise? Est-ce que les populations sont contentes de l'action du gouvernement? Ou alors les populations sont-elles contentes de l'action des partis politiques? Voilà pourquoi à la veille d'une rentrée politique, on peut se dire que dans une contrée, s'il y a des populations qui sont sinistrées, on peut leur apporter des tentes, n'est-ce pas? Ça peut être un sinistre qui est dû peut-être à une inondation. Hein? Oui, ça peut être dû à un sinistre qui peut être dû à une tornade, comme récemment dans le Mungu, il y a une école qui a perdu un toit, n'est-ce pas? En tant que socialiste, la première réaction, c'est de savoir comment est-ce que les élèves vont faire à la rentrée si le toit n'est pas reconstruit. Et un député de cette contrée-là ne peut pas rester insensible, n'est-ce pas, à une telle réalité. Il va donc agir afin que cette école publique, si elle est publique, n'est-ce pas, puisse véritablement être, le toit soit refait et que à la rentrée, que les élèves soient véritablement dans un cadre qui leur permet de prendre convenablement les cours. Et le gouvernement peut être laxiste en ce moment-là, puisque c'est l'habitude qu'il a, n'est-ce pas, le président M. Biya lui-même avait dit que
les fonctionnaires sont caractérisés par l'inertie au Cameroun. Donc, mais nous autres, nous qui sommes des socialistes, nous devons toujours être véritablement préoccupés par les conditions de vie de ces populations-là et on ne peut pas rester sans agir. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui fait l'objet de ce thème aujourd'hui, c'est l'action d'un député, n'est-ce pas, qui a dit que depuis... C'est le prétexte, hein? Oui, le prétexte du thème d'aujourd'hui, c'est l'action d'un député du SIF, n'est-ce pas, qui a constaté que depuis 35 ans, une école dans un arrondissement en plein capital économique ne fonctionne pas convenablement. Une école qui est prévue recevoir 1600 élèves n'en reçoit que 200. Pourquoi? Parce que l'école est délabrée, les locaux sont abandonnés. On pourrait plutôt parler maintenant d'une école de souris plutôt qu'une école d'élèves. Donc voilà, on ne peut pas, donc, quand on est un socialiste, rester insensible à cela. Il faut donc agir, il faut donc intervenir. Et puisqu'il y a des fonds publics qui sont alloués aux députés afin qu'ils fassent des actions sociales, ils décident donc d'utiliser, n'est-ce pas, ces fonds-là pour réhabiliter cette école. Hein, et il y a peut-être des fonds personnels, mais l'essentiel c'est que les populations, n'est-ce pas, améliorent leurs conditions de vie et ça a directement donc un impact au sein de la population tout entière et ça suscite donc le débat et ça suscite tout ce qu'on dit aujourd'hui. Jean-Jacques, vous allez dire un mot là-dessus également sur l'impact éventuel, sur l'appréciation que vous faites du déploiement des partis politiques vis-à-vis de la cible? Oui, le docteur, lors de sa première prise de parole, a identifié les partis politiques, ceux qui ont des élus, ceux qui n'en ont pas, ainsi de suite. Je veux dire que je vais prendre la première catégorie, un parti politique comme le nôtre qui a des élus. La préoccupation d'un parti aussi, c'est de rendre compte à ceux qui nous ont donné confiance, qui nous ont fait confiance. Voyez-vous, les 5 députés du PCRN ont organisé une conférence de presse pour faire le rendu des le compte rendu parlementaire. Vous êtes avec nous? Conception politique. Aussi, ça le rôle du député. Il faut toujours aller à la base, à la source, auprès de tes électeurs pour expliquer exactement quelle est ta mission et quel est l'impact que ta présence a à l'Assemblée et que nous pouvons en bénéficier. C'est aussi ça le rôle du député. Et nous inscrivons tout au long du mandat à rentrer régulièrement dans la base et à expliquer, à être proche de nos camarades de la base. Leur expliquer pourquoi est-ce qu'on est à l'Assemblée. Quel est l'impact des décisions qui sont prises là-bas sur leur quotidien? C'est aussi ça, les décisions que les hommes politiques prennent, c'est pour impacter les... Mais avez-vous le sentiment que cette démarche-là accroche? Oui, nous pouvons dire, nous à notre niveau, parce que nous voyons l'engouement que nous avons autour des campagnes que nous organisons pour les inscriptions. Je peux encore le dire, dans les tout prochains jours, la délégation électorale permanente qu'a mis en place le président Cabral va donner les résultats de la campagne. Et vous constaterez que par rapport à l'année dernière, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc les opérations que nous organisons à travers nos élus sur le terrain, nous ressentons l'impact d'une manière significative, l'engouement de nos camarades à s'inscrire, l'engouement de nos camarades à s'intéresser davantage à ce que nous faisons au quotidien pour le bien-être. Donc nous pouvons dire certainement que l'impact de cela se fait ressentir au quotidien. Alors Charles Ducam, vous qui n'avez pas d'élu, j'ai l'impression que les autres se vantent. Hein. Et vous chahutez un peu là. Non, j'ose espérer que nous ne sommes pas ceux-là qui sont leur cible. Leur cible, c'est a priori déjà ceux qui les ont élus, s'ils ont été élus par les populations. Si ces populations-là reconnaissent des bienfaits à leur présence à l'Assemblée et que leurs conditions de vie se sont améliorées de par l'impact de leur présence à l'Assemblée, bah, tant mieux, dans le meilleur des mondes. Ça veut dire qu'ils sont un peu plus nombreux la fois d'après. Maintenant, si c'est juste pour expliquer le travail parlementaire, je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement avoir un mandat pour cela. Hein. Il y a des textes, donc tout le monde sait ce que est supposé faire un député. Maintenant, je pense que on a parlé un petit peu de toutes les activités que nous avions. Je pense que pour, comment dirais-je, tenir un rôle de veille, il n'est pas absolument nécessaire. Il serait idéal que cela se fasse dans un cadre comme celui de l'Assemblée nationale, mais ça n'est pas non plus indispensable. On peut
tenir ce rôle de veille sans être à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la position idéale, j'en conviens. Mais pour des raisons que vous connaissez, que nous avons longuement exposées, nous avons décidé de ne pas y aller, on l'a assumé, et nos militants avec nous et nos sympathisants avec nous. Donc cela n'empêche que nous savons qui a le pouvoir de faire quoi, et que nous veillons à lui rappeler à chaque moment, à chaque fois que l'occasion se fait sentir, qu'il a ou qu'il n'a pas rempli le rôle qui est le sien. De la même manière que, comment dirais-je, nous ne manquons pas d'appuyer sur ces manquements, et nous ne manquons pas de faire des propositions en ce sens. Je pense que sur 10 sorties du président Kamto, pour ne citer que lui, et puisque je parle de mon parti, dans plusieurs de ces sorties, il donne des pistes de solutions aux problèmes qu'il pose. Donc, notre seul problème est qu'il faudra à un moment donné, et j'espère que ça ne sera pas trop tard, que les leaders politiques apprennent à se parler. Et je dis que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que le premier d'entre eux, celui qui est là depuis 40 ans, qui est le grand-père de tout le monde, le père de tout le monde, n'a pas cette culture-là. Il n'a pas cette culture. Et ça ne nous a pas rendu service. Il n'a pas la culture d'appeler les autres, de leur dire, voilà, la nation est face à un péril, comme il y en a, parce qu'on en a connu, la nation est face à des difficultés, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos propositions? Quelles sont les pistes? Et ça, il faudra qu'on apprenne à le faire. Et nous serons contraints de le faire après lui, parce que c'est la seule solution pour que nous sortions d'où nous sommes. Yves Abama, de la même question, hein, sur l'appréciation de l'impact, de l'incidence que cela peut avoir. Incidence peut-être pas, mais l'impact davantage. Avez-vous le sentiment que... J'allais oublier, je vais pas prendre la parole à Yves. Je voulais dire aussi que nous avons peut-être un problème commun et auquel il fait... C'est pour ça que je dis que se parler est important, auquel il faudra que nous apportions des solutions. Est-ce de par nos comportements individuels et collectifs? Je parle en tant que parti politique. Les réseaux sociaux. Exact. Mais je l'ai déjà fini par là. Qui parmi nous est capable de dire que ce sont nos militants qui s'expriment dans ces réseaux sociaux? Quelle formation ont-ils reçue? Il est de notre responsabilité aussi, à un moment donné, de se pencher sur ce problème-là. En même temps, qui est capable de dire que ce sont pas les militants? Qui sont les militants? Qui sont véritablement les militants? Parce que pour être militant, il faut être encarté. Pour être encarté, je veux dire, il faut avoir choisi. Pourquoi est-ce qu'on est encarté? Pourquoi je vais dans le parti de Yves? Est-ce que vous posez la question, ce prisme n'est pas une fuite en avant? Je veux dire qu'il y a quand même des militants identifiés, qu'on peut reconnaître, quel que soit le parti. Oui, bien sûr. Mais les réseaux sociaux ont créé une espèce d'embrouillamini où même ceux qui sont donc encartés, mais qui n'ont pas la fonction qui leur donne pouvoir de s'exprimer au nom du parti, ils ne font pas souvent la mesure, la juste part des choses. Vous interpellez la formation on va y arriver dans le second sujet, à savoir que, écoutez, aujourd'hui, si je me fais l'illusion, ou je veux donner l'illusion aux gens que quand je m'exprime, il n'y a que Charles Djikampi qui s'exprime. Non, c'est faux. Alors, Yves, à part ma famille qui me connaissait déjà, les trois quarts des gens aujourd'hui me connaissent à travers ce que je suis dans mon parti. Évidemment. Oui, quand j'écoute le grand frère Charles Djikampi, il faut que les partis se parlent, et je suis totalement d'accord avec lui. Je ne voudrais pas rentrer dans la guerre de qui a commencé à faire quoi, qui a fait sur ça. Mais je voudrais simplement rappeler que, comme il a dit le grand-père, apparemment c'est le RDPC qui est le grand-père de tout ça, qui ne saurait pas, selon lui, communiquer, tendre la main aux autres. Mais je voudrais lui dire que, en fait, le grand-père ne peut pas tendre la main quand on a le discours violent en face. Vous voyez, quand vous avez des gens qui viennent face à vous, vous êtes un pouvoir. Je refuse, on ne va plus refaire le débat sur l'accessibilité du pouvoir ou l'élection. Vous êtes un pouvoir. Vous avez en face des gens qui ont le discours pratiquement anarchique. Tout à l'heure, je rappelais de manière assez maligne que je comprends leur présence aux universités d'été de la France insoumise. Parce que, vous savez, la France insoumise, déjà la dénomination, c'est vrai, il y a une partie, une espèce de révolte contre un pouvoir existant. Je comprends leur présence là-bas. C'est ce que je disais. Et ils ont leur place. Non, laissez que je gâte. Laissez-moi gâter, vous allez arranger. Donc je voulais dire que je ne reviens pas là-dessus. Je ne reviens pas là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de clair à dire? Vous prendrez la parole après. Non, vous prendrez la parole. Non, Mathurin. Je pense que c'est un sujet sur lequel on n'a pas besoin de querelle parce que c'est très important. Et nous gagnerons tous. Alors, non, laisse, il va gâter. Donc, je voudrais dire qu'en réalité, le problème ici, c'est quoi?
c'est que quand vous avez en face votre interlocuteur qui crée les conditions défavorables au dialogue, comment on fera? Conditions de radicalisation. Les conditions de radicalisation, même de radicalité. Yves, est-ce qu'il est dans la culture du président Biya d'écouter les autres? Bien sûr. Non, 2018, c'était hier. Bien sûr. Avant ça, il a je vais vous écouté. dire. À part la fois où il ne pouvait pas faire autrement, il allait habiter chez Fundi 24 heures. Mais c'est fréquent et courant. Moi, je le rappelais sur un plateau. Je suis parti de Douala ici, où j'ai payé un grand hôtel à plus de 100 000 francs la nuit pour Boko Haram. J'étais déjà militant du MRC. Je me suis senti camerounais interpellé. Cette marche avait été organisée par les Gibaï Gatama avant qu'ils ne deviennent patrons de troupeau. Tout ça, on s'est tous sentis concernés par une cause, une seule. Oui. Ça veut dire que, non, je veux dire par là qu'il y a des sujets sur lesquels nous devrions pouvoir nous retrouver sans rentrer dans les invectives et dans tout ça. Ce n'est pas dans la culture de l'homme bien. Peut-être c'est générationnel, hein, mais au sein de ce parti, j'arrive à parler à des gens. On arrive bien à se parler tous les deux. Je voulais juste faire la précision. Je me dois de corriger l'image faite à l'égard de mon estimé confrère. Non, c'est pas une image. Lui-même a dit qu'il est le berger de son troupeau. Qu'est-ce que c'est une image? Je considère que c'est une image. Il le dit lui-même. Oui, je voudrais dire que sur la scène politique camerounaise, en matière de main tendue, il n'y a pas meilleur exemple le président Biya. Il n'y a pas meilleur exemple. Je pourrais vous dire ici, vous savez, il a reçu les rencontres entre lui et par exemple le président Fundi. Ce n'est plus, c'est pas un secret de polichinelle. Sauf que oui, et vous savez, il y en a eu deux. Les rencontres. Non, il a reçu au palais, il a reçu lors du comice. D'accord. Donc, à un moment donné... Est-ce que lors du comice... C'est une rencontre. C'est une rencontre. Appelez ça comme vous voulez. Ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Ça veut dire que le président... Ça pourrait être plus. C'est ce qu'on veut dire. Peut-être le souhait des Camerounais serait que... En 30 ans, quand même... Mais je vais vous dire... Si vous avez le comice de 2011... En matière de main tendue, je voudrais dire que sur la scène politique camerounaise, l'exemple, c'est le président Biya. Et quand vous regardez ses gouvernements, depuis 1991, vous regardez même la façon dont il gère le pays, mais combien d'opposants compose avec lui. Combien d'opposants siègent dans ces différents gouvernements? Bref, je voudrais dire que le président Biya n'est pas dans la logique de celui qui gère seul et qui met les autres de côté. Sauf que quand vous avez en face des gens qui viennent avec le discours de la radicalité, les gens qui vous disent qui essaient de vous montrer que l'État c'est fini, ça ne sert à rien, honnêtement, vous vous crispez et vous essayez de les regarder de façon assez méfiante. Je voudrais dire ici que, très sincèrement, j'achète tout l'argumentaire du docteur tout à l'heure, parce qu'il a dit les partis politiques, en fait, n'ont plus pour cible le citoyen, mais ils ont pour cible les partis politiques. Les uns et les autres passent le temps à se tenser, on s'invective, on négocie sur la mort de tel ou de tel. Alors quand vous nous parlions programme, ça nous aiderait même à justement, nous avons intérêt, le genre de débat que nous faisons là ce soir, nous avons intérêt à remettre le débat idéologique, le débat sur les programmes au devant de la scène. Ça participe également de la formation des Camerounais. Je pense que nous sommes... Le thème, c'est les activités socio-culturelles des partis politiques. Je suis un peu perdu là, mais il faudrait qu'on revienne évidemment sur, pour ma part, n'est-ce pas, sur cet aspect-là. Parce que nous, je le disais au ZIF, nous avons décidé, et sur le plan idéologique, de placer l'homme vraiment au centre de nos préoccupations. Voilà pourquoi, même dans les périodes de mode comme celle-ci, nous serons toujours préoccupés par le citoyen, par les populations. Vous avez, il y a un de nos députés dans le Mungo, s'appelle Benil Ndjemeni, qui a décidé, n'est-ce pas, dans une action parlementaire, de mettre un point d'eau, un forage dans tous les quartiers d'un arrondissement, n'est-ce pas? C'est une action sociale qu'il a décidé d'implémenter. Et dans son élan, récemment encore, il y a, je le disais déjà, il y a une école qui a perdu, au cours d'une tornade, qui a perdu son toit. Il a décidé, il a rendu visite, n'est-ce pas, en tant que député, au directeur de cette école-là. Il a visité les salles qui étaient sinistrées et il a décidé que, voilà, dans le cas de son action, il va faire un geste afin que le toit de cette école-là soit réhabilité. Je pense que ce sont les actions comme celle-là qu'on attend aussi des élus de la nation. Donc, dans le cadre de nos actions socio-culturelles, nous mettons un accent afin que ce que nous pouvons, nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous n'avons pas les moyens de l'État, nous n'avons pas les moyens du régime Biya, mais
avec le peu que nous avons, voici ce que nous pouvons faire. Mais comme Voilà. nous Donc, critiquons, il ne faudrait pas que nous ayons comme objectif d'avoir les mêmes moyens qu'avec le pouvoir de l'État. Il faudrait que nous fassions avec quoi nous devons faire. C'est-à-dire l'argent qu'on donne chaque année, là, 8 millions, là. Exact. On devrait se contenter de ça, pas des marchés publics. Parce que Non, la manière dont c'est dit, les gens il y en a qui font les marchés publics. nous attendons d'être là-bas pour faire la même chose que... Il s'agit tout simplement avec les moyens de l'État, les moyens que l'État donne aux partis De manière politiques, légale, n'est-ce pas, tout à de fait. façon légale, de Institutionnelle. faire des choses qui améliorent les conditions de vie des populations. Tout à fait. Donc c'est ça qui crée de l'émulation. Le même député, je vais te citer une autre petite anecdote, n'est-ce pas? Il y a, je pense dans son arrondissement, bien au Mongou, dans le département, il y a des députés d'un autre parti politique, le RDPC pour ne pas le citer, ils se sont réunis peut-être 3 députés pour faire un don. Ils sont allés donner des seaux d'eau dans quelques populations. Et le sous-préfet est venu leur dire que... Et lorsque le député, toujours le même député, Bénil Djumedi, plus tard, lorsque lui il a fait son action, ça rassemblait carrément l'action de tous les députés, du Canafat. C'est pour dire quoi? Et le sous-préfet a été obligé de remarquer, ça et de dire aux autres députés du département de se bouger. Je te contredis pas là-dessus. Voilà. Je voudrais dire que, par exemple, pour moi, l'action de l'honorable, je suis aussi ici à Deido. Oui. Si on enlève l'incident sur les couleurs, le débat sur les couleurs, je vous assure que pour moi, c'est une action salutaire, car elle relance un peu la compétition électorale auprès des populations. Et du coup, on refait de la population la cible de l'action politique. S'il arrive, par exemple, je suis du RDPC, mais s'il arrive que dans une circonscription, peut-être les élus du RDPC, je mets votre déclaration entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que les élus du RDPC peuvent venir donner des vulgaires et autres. Je prends ça avec des pincettes. Mais si ça arrive que c'est ça... Les populations écoutent. Oui, mais si ça arrive que c'est ça, si ça arrive que c'est vrai, et que l'opposition vient nous donner une correction, mais c'est carrément normal. Ça nous permet, nous aussi, de nous remobiliser. C'est ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Parce que le bénéfice soit la population. Le sentiment, et on sort par là. Et c'est d'ailleurs Charles qui a à juste titre évoqué ou alors illustré cette image tout à l'heure. Quand on regarde seulement ces échanges violents sur les réseaux sociaux et même dans la rue entre militants qui se croisent, qui n'arrivent plus à véritablement échanger dans un environnement qui, je veux dire, qui n'est plus forcément ouvert au débat idéologique. C'est-à-dire qu'on voit difficilement des gens s'asseoir et se dire vraiment la vision que vous avez du Cameroun n'est pas celle que nous avons. Voilà comment nous on mène. N'avez-vous justement pas le sentiment que c'est cette absence d'impact des partis politiques sur l'opinion qui laisse donc les esprits divaguer, les esprits aller dans tous les sens et qui sait peut-être arriver à ces charges? Je pense qu'en premier lieu, c'est déjà le manque de vérité des cadres à l'endroit de leurs militants. Tout le monde est dans la surenchère. Je ne me prive pas de leur dire quand je condamne leurs attitudes et que je ne suis pas d'accord avec leurs attitudes, et en leur disant pourquoi. Il faut déjà pouvoir se dire les vérités en face. Et il faut s'assurer que... Manque de vérité, ça s'illustre comment, selon vous? Ils sont dans la surenchère, ils sont dans... Oui, mais écoutez, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est une vérité à la palissade, mais je peux vous dire une chose. Quand nous préparions les élections à la région à l'ouest, le top management du parti a été contraint de faire des choix. Et nous nous étions dit, vaut mieux que nous nous retrouvions 10 à savoir quel est notre cap et à rester fidèles à notre cap, que 100 avec 90 qui ne comprennent pas où on va. À ce point-là. Ce qui veut dire qu'il est quand même important qu'on ne se cache pas derrière une étiquette. Hein, parce qu'il fait peut-être bon en ce moment se dire du MRC, parce que c'est le parti d'opposition, parce que. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a autre chose que l'étiquette. Et donc, il faut s'assurer que tous ceux-là qui se revendiquent de ce parti ont les mêmes objectifs que ceux qui sont les objectifs du parti. Et qu'ils veulent y arriver par la trajectoire qu'a indiqué le parti. Et aujourd'hui, ça empêche donc cette convivialité. Et je ne manque pas, même de temps en temps dans les réseaux sociaux, il m'arrive de reprendre les notes en disant « Et quand tu as répondu ça, tu as fait quoi ?» Tu penses avoir amené quelqu'un à t'écouter
ou éventuellement un jour à adhérer à ta position ou tu l'as éloigné définitivement? Quel est le but? Généralement, ils ne me répondent pas. Jean-Jacques, sur la question. Ce travail-là doit se multiplier et il doit se multiplier partout parce qu'il nous appartient justement à nous cadres d'impulser. Au regard de ce que j'ai entendu développer ici par là, je ne sais pas si le représentant du RDPC peut nous dire l'idéologie de son parti. Je ne pense pas qu'il peut nous dire exactement c'est quoi l'idéologie. Depuis la création du parti en mars 1985, quelle est son idéologie? Le RDPC a ses partis avec qui il gouverne depuis et tout le monde le connaît. Il n'a pas changé sa manière de faire. Les autres partis ne peuvent pas participer au gouvernement parce qu'ils ne partagent pas la même vision que le RDPC. C'est le choix que le champion a fait depuis 1982, ainsi de suite. Il gouverne avec les partis qu'il souhaite par rapport à ce qu'il entend. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Nous avons une vision, nous avons un cap. Nous passons notre temps à expliquer au Camerounais. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand le docteur disait, non, c'est M. Dikam qui disait que bon, on peut aussi expliquer la politique en dehors de l'Assemblée. Mais l'Assemblée est faite pour voter des lois qui impactent la vie des citoyens. Donc il est normal que les députés rentrent dans les circonstances, expliquer aux populations que la loi des finances qu'on a votée, quel est l'impact sur son quotidien. C'est aussi à travers ça que le militant de base sera content que oui, mon député est rentré m'expliquer que la loi des finances qu'on a faite là, qui était la subvention enlevée sur les carburants, sur la loi des finances législatives où on a enlevé la subvention sur les carburants. Donc le député rentre lui dire que ce qu'on a fait là, le litre de pétrole que tu achetais à 500, il sera plutôt à 600 parce qu'à l'Assemblée, je n'ai pas réussi à ne pas voter cela. C'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça la franchise des élus et des politiques. C'est à travers cette réalité et cette franchise que nous allons réussir, nous autres qui sommes sur le plateau. Si demain je m'en vais à Yabassi, expliquer aux populations de Yabassi que j'ai été battu parce que voilà comment est-ce que cela s'est passé. La prochaine fois, nous allons nous organiser différemment. Mais si je m'en vais leur dire que j'ai été battu, mais bon, sans explication, non. Les politiques ont ce devoir d'éducation, ont ce devoir. Et nous, au PCRN, c'est ce que nous faisons au quotidien. On se moque de nous, qu'on est un parti. Non, oui, mais nous prenons cette responsabilité à travers nos élus, que ce soit les élus municipaux, que ce soit ceux qui votent des lois, à chaque fois rentrer à travers des réunions citoyennes. Vous voyez ce que l'honorable Nourad fait dans Vori-Est. On explique au quotidien. Maintenant, viennent alors agrémenter toutes ces explications, les quelques actions sociales. Le rôle d'un politique n'est pas aussi d'aller distribuer le seau, le beurre, aller prendre une école. Non, c'est pas ça. Vous ne faites pas le lien, justement, je le relevais, vous ne faites pas le lien entre les dérives, les échanges souvent violents, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, entre militants et cette période et cette phase, un peu comme si les partis politiques ont délaissé un certain nombre de... Non, c'est pas ça, il va de soi. Vous voyez, l'avènement de ce nouveau mode de communication qui sont les réseaux sociaux permettent aussi à d'autres personnes, à une grande catégorie de population qui n'a pas accès aux médias classiques de s'exprimer. C'est aussi une colère. Si vous comparez la colère des réseaux sociaux, elle est différente de la colère des médias comme les vôtres. Parce que ce sont aussi des gens qui ont besoin de venir s'exprimer, qui ont aussi besoin de venir s'exprimer et dire leur colère. Donc quand ils ne peuvent donc pas le faire, il n'y a que ces réseaux sociaux qui offrent, n'est-ce pas, toute une panoplie de possibilités de pouvoir déverser une colère. Mais ce n'est pas forcément les camarades ou bien les citoyens ou bien les concitoyens qui sont opposés à la politique ou bien qui voient la politique différemment. Mathurin. Oui. Je pense qu'au-delà des confrontations, n'est-ce pas, que les militants auxquels les militants peuvent se livrer dans les réseaux sociaux, il y a aussi le fait que finalement tous ces militants-là, ils ont besoin d'être d'abord au préalable formés s'il s'agit effectivement des militants. Donc ils doivent être formés et afin que les batailles auxquelles ils se livrent ne soient pas tout simplement des échanges d'invectives, mais ça peut devenir aussi maintenant en ce moment des confrontations idéologiques. Et en ce moment-là, ce sera beaucoup plus confortable. Et
ce qui va amener à mon ami Yves Abama de ne pas souvent faire des confusions, parce qu'effectivement, il fait depuis le début de l'émission une petite confusion, parce qu'il n'arrive pas lui-même à situer sur l'échiquier politique son propre parti politique, le RDPC. Le RDPC, je pense que l'idéologie qui l'anime parle souvent du libéralisme communautaire. Donc s'il faut classer le RDPC, on va classer le RDPC sur l'échiquier au niveau de, au moins, au minimum, c'est au centre droit. Donc, et je pense que le MRC, il revendique souvent le social-libéralisme. Donc, s'il faut exactement, effectivement aussi classer le MRC, on va le classer exactement au centre droit. Et s'il faut classer le PCRN parle aussi de libéralisme social. Je pense que c'est la même famille au centre droit. Maintenant, s'il faut classer le SDF, qui lui est un parti social-démocrate et qui revendique d'appartenir à la famille socialiste, c'est un parti de centre-gauche. Donc, ce qui fait donc qu'il faut que politiquement, tout cela, les Camerounais soient formés à savoir que quand je milite dans tel parti politique, voici l'idéologie de ce parti politique, voici les valeurs de ce parti politique, et voici la direction vers laquelle ce parti politique mène, et voici le programme que ce parti politique va implémenter s'il arrive au pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense que dans les périodes comme celle-ci, comme on parle de période morte, c'est la période où les partis politiques doivent donc s'employer à former les populations, à éduquer les populations et à les amener à pouvoir faire ces petites différences au niveau des formations politiques. Et ça leur permettra, le moment venu, au moment des élections, de choisir, faire des choix éclairés. Mais si tel n'est pas le cas, et si les partis politiques ne peuvent pas s'exprimer, parce que le RDPC qui est dans un mariage, qui est en concubinage avec l'administration, n'est-ce pas, ne nous permet pas véritablement de nous déployer une petite réunion peut-être de formation des cadres, va être interdite par un sous-préfet, malgré le fait qu'elle a été déclarée. Peut-être pour contenir cela que vous êtes allé refaire des écoles. Non, ce n'est la réflexion des écoles, je l'ai dit depuis le début, c'est notre ADN. C'est dans notre ADN. On va toujours le faire. Vous ne pouvez pas retirer cela à un parti comme le SDF, n'est-ce pas? De poser les actes comme... Et pour finir, je me l'ai dit à Yves aussi, puisque la bataille tout à l'heure des couleurs, je voulais dire que le vert blanc qui a été mis, ça ne renvoie pas forcément au SDF, ça renvoie à la chefferie d'Eido, ça renvoie au léopard de Deido, ça renvoie à l'Union sportive de Douala. Le MP, le parti politique, l'ancien parti politique Jean-Jacques Kindi, le nouveau coordinateur, il est Zipan. Les couleurs du MP, c'est le vert blanc. Donc on ne peut pas. Donc on ne peut pas faire. Évidemment, je voulais dire à tous les deux que vous avez peut-être oublié de dire une chose, c'est qu'au-delà de l'actualité, qui aujourd'hui ce sont les crimes pour l'argent, etc., peut-être devrions-nous également imposer aux médias comme celui-ci d'au moins 1 ou 2 fois par semaine ne traiter que des programmes des partis politiques. Ça serait peut-être institutionnaliser, ça serait peut-être une bonne chose pour les téléspectateurs et nos militants. Voilà. Je voulais dire que j'achète, bon, en fait, Paul, la CHV n'est pas ce que vous êtes. Je voulais dire que j'achète également sa dernière proposition, parce que ça aide à la formation des citoyens. Bon, mais pour le PCRN, tout à l'heure, il a dit qu'il y a un devoir d'éducation. Le devoir d'éducation, c'est aussi le devoir de vérité. Et ce devoir de vérité m'impose de dire aux représentants du PCRN que l'État n'a enlevé aucune subvention sur aucun carburant. D'accord? Vous avez lu la circulaire qui prépare le budget, qui lance la préparation du budget de 2023. Je l'ai lu de bout en bout, aucune subvention n'est arrivée là-dessus. Et ça me permet d'atterrir sur ce que Mathurin vient de dire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas, quand vous avez le libéralisme communautaire, vous voyez, le fédéralisme communautaire du président Biya, avec toute sa doctrine, et vous voyez la façon dont cette doctrine est appliquée, c'est-à-dire qu'on essaie de domestiquer le capitalisme pour que les plus faibles ne restent pas à la traîne, avec des subventions à n'en plus finir. Un parti qui fait ça, et vous venez sur un plateau nous dire que nous sommes de centre droit, nous sommes le RDPC à travers son action. Ceux qui savent lire son action voient que effectivement c'est un parti de centre-gauche. Et comme parti de centre-gauche, il a des valeurs de gauche, qui sont des valeurs de non-exclusion. Et c'est ce qui justifie le fait que nous soyons aujourd'hui à composer, même avec ceux qui nous combattent. D'accord? Donc ne vous arrogez pas à vous seuls.
la particularité gauchiste. C'est quelqu'un qui le disait. C'est quelqu'un qui le disait justement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a même une confusion dans l'idéologie. Oui, il y a une confusion. C'est pour ça parce que effectivement, quand on regarde, il a bien fait de le dire. Je crois que Vincent le disait aussi. Quand on regarde le libéralisme communautaire, on regarde l'idéologie du président. J'ai envie de donner raison à. Non, bon, vous allez lui donner raison parce que vous aimez taper sur nous. Mais la réalité, c'est que non, vous aimez taper sur nous. C'est-à-dire que parfois, il arrive que, et c'est compréhensible, les médias sont contre le pouvoir, il arrive que vous fassiez chorus avec l'opposition pour taper sur nous. Est-ce qu'il est contre personne? Non, vous êtes un contre-pouvoir. Ça, au moins, c'est. Oui, nous sommes. Vous êtes un contre-pouvoir comme tout média. Nous sommes le pouvoir et nous comprenons. Pour nous, ce n'est pas un procès que de dire que vous êtes un contre-pouvoir. C'est une réalité. Bref, nous voulons dire que quand vous jugez l'action du RDPC, vous savez que le FMI a fait une pression terrible sur le Cameroun pour qu'on arrête les subventions. Un gouvernement de droite aurait totalement arrêté, même sans entendre les pressions du FMI. Mais on a résisté à ces pressions-là parce qu'on estime que les Camerounais sont assez fragiles. Il ne faut pas les soumettre à n'importe quoi. Donc nous sommes bel et bien un parti de centre-gauche. Et ne nous entraînez pas dans Adonis, je ne sais pas si l'image du soir est prête. Si elle est prête, on va écouter Vincent. Et cette image nous servirait un peu de transition. On va la commenter pour prendre le dernier thème. On ne prendra pas forcément la transition traditionnelle. Donc, si l'image est prête, on va la passer juste après Vincent. Juste après Vincent, il finit sur le thème en ce moment. Et on va commenter l'image qui est à l'antenne. Vincent d'abord. Je vais essayer de conclure en disant qu'il faudrait que les partis politiques comprennent qu'ils participent tous de la même vocation. Et ils doivent toujours se comporter comme étant dans un secteur d'activité. Et ce secteur d'activité doit être capable de générer des produits de qualité qui soient capables d'être vendus. Marketing politique. Du marketing politique. S'ils continuent de se quereller comme ça, il est évident que dans notre environnement, l'idéologie politique est subalterne dans les partis politiques. Ce qui compte, c'est la manière dont on s'organise pour conquérir les places dans les lieux de pouvoir. Donc, devoir dire nous sommes du centre-gauche, nous sommes du centre-droit, etc., cela n'est pas prépondérant dans notre environnement. Et je pense que les partis politiques doivent comprendre qu'elles sont des personnes morales qui contribuent à la saine compétition politique. Et j'insiste sur le mot saine compétition politique. Parce que dès qu'elles se querellent, elles doivent comprendre que les enjeux liés à l'accès au pouvoir sont tels que les querelles peuvent aboutir à des conflits, et des conflits très graves. Et on le voit en Afrique. Des personnes qui ont été à des élections ensemble, ont débattu ensemble, se sont embrassées après le débat, sont allées aux élections, sont rentrées dans une confrontation et ont plongé le pays dans la guerre. Donc il faut faire très attention à la manière dont on voudrait faire croire que la compétition politique participe forcément des conflits qui commencent toujours par des bisbilles et des paroles qu'on lance et tout. Ça commence comme ça et ça finit toujours, dès que l'enjeu du pouvoir est là, par aboutir à un conflit. Donc il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent assainir leur secteur d'activité et proposer des produits de qualité aux citoyens. Et ils verront que les citoyens vont de plus en plus s'intéresser à la politique et la politique va devenir une activité qui pourrait concourir efficacement à la transformation de notre société. Sinon, ce sera le travail des ONG, des associations, et etc. Donc il faudrait que les partis politiques se ressaisissent. D'autant plus que chacun a sa mission, ONG, parti politique, ce n'est pas forcément le même champ. Certains font l'éducation à la citoyenneté, d'autres font la formation politique. Oui. C'est juste. Alors l'image du soir, elle va nous permettre de faire la transition, on va la commenter. J'espère que vous la regardez aussi, hein, Jean-Jacques, vous allez dire un mot. Alors cette image qui circule depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on y voit le directeur du cabinet civil, M. Mvondo Ayolo. On y voit l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, récemment élargué du pouvoir judiciaire, qui à Tanganakuna, et puis l'homme d'affaires et directeur général, nos chers confrères estimés de Vision 4, qui est également sur cette photo-là, Jean-Pierre Amokou-Belinga. Je voudrais juste qu'on la commente en un mot, si vous avez... Charles? Indécent. Non. J'ai dit indécent. Non. En un mot, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Surprenant. Ok. Pour moi, c'est tout simplement incroyable. Ok. Moi, je voudrais pas la commenter.
Jean-Jacques? Je ne sais pas, je vais plutôt demander aux camarades de RTPC. On est camarades. Camarades politiques. Ouais, vous faites sourire le grand frère Charles Dicap. On va me soupçonner. Nous sommes camarades. La question reviendrait plutôt aux représentants de RTPC Bateau. Où est la morale dans cela? N'est-il pas un encouragement aux uns aux autres de faire la même chose ou pas? D'amener aussi les autres compatriotes à regarder ce qui se passe. Toute personne a droit à la vie, toute personne a droit à la repentance, toute personne a droit au pardon. Mais en cette période-ci où les Camerounais tirent le diable par la queue et qu'on nous serve une image comme celle-là de M. Basile Atalakuna, je trouve qu'il y a un peu de l'immoralité là-dedans. Mathurin, pour finir. Oui, pour finir, je vois que le régime Biya préfère donc des gens qui volent, qui bradent, n'est-ce pas, qui pillent les caisses de l'État. Et lorsque un citoyen qui est élu du peuple décide de prendre l'argent public pour faire un bon usage auprès des populations, ça crée un tollé. Ça crée un tollé auprès des camarades de Yves Abama. Bon, c'est vrai que le motif officiel de cette prise d'image n'est pas... Voilà, parce que c'est ça que je ne la commande pas. J'aurais aimé que l'image soit accompagnée d'un commentaire. Non, il faut dire que on voit bien... Non, l'image, sauf qu'au-delà de tout, c'est une institution publique. Il n'y a aucune règle au Cameroun. Il ne s'agit pas d'une photo fortuite. C'est une photo qui a été prise suite à un conseil. On l'a laissé sans transition qu'on passe au débat d'après. Au photographe et voilà. C'est grave. Cher monsieur, parlons de la FECAFO. D'abord, première impression après les travaux du COMEX, le comité exécutif de ce week-end, et puis de l'Assemblée générale. Au sortir, il y a eu certains tollés, il y a d'autres. Je rappelle que c'est une histoire de quoi? 76 membres, 73 ou 76 hein? 76. Qui décident du football camerounais. Pardon. Avec à sa tête Samuel Eto'o-Fils, dont l'appréciation des actions est mitigée entre ceux qui se disent contents, certains parmi ses supporters dans le football, d'autres qui s'interrogent, d'autres encore qui ne voient pas forcément le soleil sous le même angle que lui. Alors des annonces fortes, d'abord cette subvention au champion du Cameroun, 100 millions de francs pour le vainqueur, 50 millions de primes et puis 50 millions pour l'accompagnement aux compétitions. On voit le soutien qu'il y a au football féminin. On voit, bref, un certain nombre d'actions. Il y a l'annonce d'un nouvel habilleur, un nouvel équipementier, qui semble-t-il apporterait beaucoup plus d'argent que les précédents. Mais il y a aussi ces autres questions. La question du mandat. La FECAFOOT va peut-être mieux éclairer. D'aucuns disent qu'on passerait de 4 à 7 ans en termes de durée. D'autres pensent que c'est le nombre de mandats qui va varier de 2 à 3 pour essayer d'uniformiser avec les instances internationales. Moi, je voudrais un peu vos réactions en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce que vous en dites, Yves? Qu'est-ce que j'en dis? Vous avez lâché un mot tout à l'heure. Vous avez dit mitigé. Personnellement, je fais partie des Camerounais qui ont acclamé à bras rompus l'arrivée de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT parce que j'estimais que son parcours, son expérience, tout ce qu'il a fait dans le milieu du football plaidait pour qu'il soit à cette place. Et quand j'essaie de faire un bilan des acquis, je me rends compte qu'en quelques jours, quand même, il a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté et j'ai été très heureux de découvrir la dernière fois que, à travers un acte de conciliation très salutaire qu'il avait posé en signant une convention avec l'Assemblée générale de 2009, il vient de mettre KO ses adversaires qui avaient pris pratiquement en otage le football depuis près d'une décennie. Mais quand j'ai fini de dire cela, je ne peux pas ne pas attirer l'attention sur un certain nombre d'autres détails qui peuvent faire que, qui pourrissent un peu l'ambiance. Quels sont les détails qui, à mon avis, pourrissent l'ambiance? C'est ces détails où on radie certains. Je rappelle, un grand leader doit être capable de composer aussi avec l'altérité. Il ne faut pas seulement s'entourer des gens qui applaudissent. On voit aujourd'hui dans le gouvernement du président Biya les gens qui l'ont combattu, mais ils marchent avec eux.
Il faudrait que le président Samuel Eto'o, pour être plus grand, apprenne à s'entourer de personnes qui ne sont pas favorables à ce qu'il fait, de personnes qui ne l'apprécient pas beaucoup. Et là, il est sûr qu'à chaque fois qu'il sera en train de poser un acte, si c'est un acte foireux, il n'y aura pas que les gens pour applaudir. Il y aura quand même quelques personnes pour dire « Attention, ici, il y a telle situation ». Je voudrais rappeler ici un propos de Joseph Ngoué dans un livre que j'enseignais en terminale, une très belle œuvre littéraire, La Croix du Sud. Joseph Ngoué nous dit, à travers la voix d'un personnage, le notaire, la conjoncture crée le héros, mais l'histoire crée le grand homme. Vous voyez, il ne faut pas que Samuel Eto'o se satisfasse des applaudissements de l'heure, qu'il se dise que c'est le temps qui permettra qu'on inscrive son nom dans la postérité comme ayant été un grand président de la FECAFOOT. Et ça passe par la conciliation. À plusieurs reprises, Samuel Eto'o a montré qu'il était capable d'être conciliant. Je l'ai vu dans des échanges avec le général Semengue. Je l'ai vu dans les échanges tendre la main à des gens comme Abdourahmane. Je l'ai vu dans des échanges avec beaucoup d'autres personnes qui l'ont même critiqué, qui ont écrit des livres même incendiaires sur lui. Il les a pris, les a cooptés quand il faisait campagne. Vous voyez, il faut que Samuel Eto'o continue dans cette dynamique-là, qu'il montre, qu'il rassure les Camerounais qu'il est le grand homme qu'ils avaient pensé au niveau de son football. Personnellement, moi, je me suis toujours dit, la FECAFOOT pour Samuel Eto'o, c'est un passage. Pour moi, la FECAFOOT n'est même pas à la taille, à la dimension de l'institution qu'il doit diriger. Pour moi, ces challenges sont ailleurs. Et pour donner des garanties que ces challenges d'ailleurs, il peut les tenir, il faut qu'il fasse un certain nombre de concessions, qu'il gère de façon à ce que les gens ne soient pas en train de pleurer. Quand je dis même ces concessions, parfois vous êtes en coaction, en interaction avec quelqu'un. Vous avez totalement raison. J'ai essayé de parcourir les statuts de la FECAFOOT, toutes les décisions qui ont été prises, la radiation, la prorogation du mandat. Quand vous lisez les statuts de la FECAFOOT sans être juriste, je pense qu'il est dans son droit. Il a la loi avec lui. Mais il a la loi. Est-ce que cette loi lui apporte l'apaisement? Je me pose la question. Il y a ce soir, j'ai lu un document sur Facebook ce soir, je ne sais pas s'il est vrai, une réaction de la Ligue professionnelle de football qui s'étonne de constater qu'elle est dissoute. Vous voyez? Donc ça fait parler, ça fait qu'un grand nom du football comme Samuel Eto'o doit être capable de taire toutes ces divergences. Et quand je dis même taire les divergences, c'est y compris avec sa tutelle. C'est-à-dire qu'on doit être dans une relation de bienveillance, Charles, y compris vis-à-vis de sa hiérarchie, que vis-à-vis de tout ce qui critique. Parce que ceux qui nous critiquent nous permettent d'avancer. Charles, j'ai la même question, hein, votre première lecture. Je suis un grand amateur de football comme je le suis de musique, passionné de football comme beaucoup de Camerounais. Et permettez que moi, militant du MRC, ce ne soit pas ma priorité à la date d'aujourd'hui. J'ai 100 camarades qui sont en prison, alors les petits jeux égoïstes, je m'en fous complètement. Sauf que il s'agit quand même quelque part de notre argent. Parce que j'ai lu un débat argent public, hein, du moment où l'État y met les yeux, et un peu plus que les yeux, souvent la main, je pense qu'il faudrait que les choses se passent autrement. Le football en lui-même est déjà un sujet clivant. Samuel Eto'o est une personnalité clivante de tout temps, au moins depuis 15 ans ou 20 ans. Soit on l'aime, soit on le déteste. Le milieu, là, il n'y a pas avec lui. Alors, quand on a des prétentions, il faut surtout savoir travailler sur ce qu'on a de négatif pour l'améliorer. C'est-il bien entouré? Je suis embêté parce que dans cet entourage-là, il y a des gens que j'aime bien, qui y sont, et vis-à-vis desquels je ne veux pas porter de jugement de valeur. Ils sont à leur niveau, beaucoup plus haut que ça. J'ai beaucoup d'affection pour Céline, qui est une sœur, qui est vice-présidente, je pense, et présidente des femmes. Première vice-présidente. Voilà. Donc, voilà des gens dont je ne peux pas douter de l'engouement, de l'envie de bien faire. Mais le problème, c'est peut-être le capitaine. On ne peut pas, et là, je vais être, comment dirais-je, je vais être conforme à ma manière de voir les choses, et en ce qui concerne le football et en autre chose, on ne peut pas avoir été toujours mal entouré. À un moment donné, il faut qu'on se pose, on se questionne sur les choix qu'on a fait de son entourage. Alors, qu'on assume ses choix. Samuel est, je pense, un
il a une aura telle que là où on devra, Yves ou moi ou vous, discuter une demi-heure, sa seule présence ramènera cette demi-heure à 5 minutes. Mais il faut qu'il sache s'arrêter à ce qui est positif chez lui et abandonner le reste à d'autres. On ne peut pas avoir tout fait dans la vie. Moi, par exemple, j'ai été un piètre footballeur. J'ai cru jusqu'en classe de 5e que je pouvais devenir, enfin, je pouvais très bien jouer. Ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai été faire autre chose. Ce que j'ai fait là, lui, n'a pas fait. Il a excellé en football. Donc, mais le poste qu'il occupe aujourd'hui nécessite qu'il fédère et surtout qu'il donne moins l'impression. Et ça commence déjà par la sémantique. Le jeu, le moi est haïssable. Que Samuel apprenne déjà à dire nous, si véritablement il travaille en équipe. Je n'ai jamais vu depuis des dizaines d'années quelqu'un qui dans une phrase va mettre 10 fois je. Non, non, non. Pas concernant le football, pas au Cameroun. Et je voudrais, pour chuter, lui dire à lui et à ceux qui l'entourent, ce pays est à la croisée des chemins. Nous avons des problèmes tellement importants que eux auraient dû être ceux-là qui nous amènent à, je ne dirais pas les oublier, mais à les gérer avec moins de passion et je veux dire à nous détendre. S'ils finissent par être un problème supplémentaire, que Samuel ne se fasse pas d'illusions. Si on lui dira à ce moment-là qu'il a été tout ce qu'il a été, il ne se reconnaîtra pas. Nous le mettrons minable. Donc vraiment, de grâce, que les choses soient faites différemment. Et je ne saurais ne pas profiter de cette antenne. Yves, tout Camerounais a droit, comment dirais-je, à exercer, à avoir quelque chose de lucratif, à exercer un métier lucratif. Je dis une chose, quand je disais tout à l'heure que même au mien, je sais le dire. Normalement, quand la bouche est pleine, elle ne parle pas. Ils n'ont pas besoin d'aller se répandre et d'aller prendre des positions tranchées, sachant qu'au sein de leur propre famille politique ou de leur propre famille mononucléaire, ce sujet est déjà clivant. Qu'on le veuille ou pas, quelles que soient les formations politiques, quelles que soient les familles, c'est déjà comme ça. Donc quand on fait ça, on le fait tranquillement, à côté. Je suis un peu perdu. Et on évite de... Non, je parle de ceux de mes camarades de parti qui auraient été identifiés comme étant essentiellement pro-Samuel Eto'o et très vindicativement contre Samuel Eto'o. Les uns comme les autres, je pense que ce n'est pas là leur place. C'est qu'on a d'autres défis. On a 101 personnes en prison, qu'on s'occupe d'eux, qu'on se concentre sur eux et qu'on ne parle football que dans ces autres aspects et pas cela. Mathurin. Ouais. Je vois que le football au Cameroun draine beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Et le football ne devrait être évidemment que ce qu'il est, un sport. Mais malheureusement, on y a mis tout, la politique, tout. Beaucoup d'argent surtout. Et voilà qu'un président qui a été élu par une assemblée générale, n'est-ce pas, n'arrive pas véritablement à implémenter ce que lui-même il a comme projet, comme programme. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse le laisser gérer et qu'à la fin, qu'on juge ce qu'il aura fait. C'est valable en sport, c'est valable aussi en politique. Si vous élisez un leader, si vous lui donnez un mandat de 4 ans, donnez-lui la possibilité de faire son mandat, jugez-le et sanctionnez-le le moment venu. Et je pense que ça devrait être ce qu'on devrait réserver à Samuel Eto'o. S'il a été élu sur la base d'un programme, je pense qu'il a eu un challenger qui était d'un très haut niveau. C'était le prince... Le sortant, le président sortant. Voilà. Donc, s'il a pu braver ce challenger-là, n'est-ce pas, et être aujourd'hui le président, qu'il fasse son mandat. Aujourd'hui, il dit qu'il demande l'Assemblée générale, qui en même temps, c'est vrai, elle est souveraine, décide, n'est-ce pas, que la durée soit rehaussée. Bon, c'est une décision souveraine de l'Assemblée générale, attendant qu'une durée soit donnée
à cette résolution-là. On n'a pas dit que le nombre de mandats soit augmenté. On a dit que la durée du mandat, n'est-ce pas, c'est ce qui est écrit sur la résolution. Attendons donc qu'une durée soit donnée, attribuée à ce mandat-là, et après on va spéculer. Mais sur le plan des résultats, jusqu'ici, je pense que les résultats sont positifs. Les résultats qu'il a produits jusqu'ici sont positifs. Donc, il faudrait qu'on le laisse. Je dirais même qu'à 2 mois de la Coupe du Monde, ce n'est pas de ça que nous devrions être en train de parler aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais des adversaires, de l'état de forme de notre équipe. Voilà. Donc, nous sommes tout simplement à 8 mois. À 8 mois, je peux finir. A toujours été combattu. Non, il ne faudrait pas que ce soit toujours le cas. Il y a des dizaines et des dizaines de fédérations au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule fédération? Il ne faut pas croire. C'est le couteau ailleurs aussi. Mais laissons ces élus-la diriger. C'est parce que là-bas, il n'y a pas. Après, maintenant, on va les évaluer. S'ils sont mauvais, on les met de côté et on choisit de nouveau. Et ce qui est valable au football doit être valable aussi, même en politique, c'est-à-dire que même à la tête de l'État, jusqu'en fin décembre, qu'on revienne au football, à la pratique du football, à l'état de forme de notre équipe, à qui elle va rencontrer pour préparer le mondial. Et je pense qu'en janvier, on pourra reprendre les autres jours pour ceux qui s'intéressent. Depuis l'élection de Samuel Eto'o, le 11 décembre, il n'y a pas très longtemps, Eto'o est venu dans une fédération où nous connaissons depuis le départ du tout premier président, l'ancien DG de la cotonculture qui est en prison. Il y a Mohamed. L'Africa Foot a connu, est rentré dans une zone de turbulence telle que tous ceux qui sont passés là, les plus grands juristes qui sont passés, n'ont pas réussi à démêler les taux de l'Africa Foot. Et peu est arrivé, il a fait ce que beaucoup des experts prédisaient, qui serait incapable de remettre l'Africa Foot sur les rails. Moi, je suis le président d'un club régional littoral. Je peux vous dire que les calendriers, les programmations des matchs, c'est ce qui est important dans un championnat pour que les présidents que nous sommes, certes on est amateurs, qu'on ait une prévision en termes de dépenses, en termes d'exploitation, en termes de management des équipes même. Jusqu'à présent, on n'avait pas cette visibilité. Vous disiez que le championnat commençait, on ne sait pas quand ça finit. Et la plupart des personnes qui étaient à la tête de cette organisation n'ont jamais su, n'ont jamais été dirigeants d'une équipe de football, n'ont jamais joué au football, même pour comprendre que un championnat commence à tel moment et finit à tel moment. Ceux qui étaient avant lui, avant Issa Mohamed, étaient des athlètes. Quand Issa Hayatou était là, c'était un grand sportif. Peut-être pas dans le football, mais il connaissait les exigences du haut niveau. Pendant son mandat à l'Africa Foot, on n'a pas connu ce que ceux qui l'ont précédé ont fait. Donc je pense que tous les Camerounais, tout à l'heure Dikam disait qu'on aime tout ou pas, mais un socle commun se dégage que ce qu'il a fait jusqu'à présent a permis à ce que, ce n'est qu'en matière d'organisation, que le football puisse revenir, qu'on puisse jouer des nocturnes, qu'on puisse organiser dans le style européen. Parce que le football, c'est aussi un jeu, c'est un plaisir, c'est un moment où des familles vont au stade avec femmes et enfants pour voir un spectacle. Et c'est beau, nous l'avons vécu quand on était sur place. Donc je pense que jusqu'à présent, il a démêlé toutes les cordes qui étaient autour de l'Africa Foot. Il peut même dire qu'il parle aujourd'hui, mais qu'il a laissé l'Africa Foot saine. C'est-à-dire qu'il a démêlé tout ce qui était à Zurich qui empêchait à l'Africa Foot d'avancer. Maintenant, je vois que tout ce qu'on a dit à l'Assemblée, qui a eu lieu le 27 à Douala, tout ce qu'on a retenu, c'est l'avant-dernière résolution où l'Assemblée a proposé une prolongation, pas prolongation, mais un changement de la durée du mandat. C'est ce qui a intéressé, parce que au Cameroun, c'est la durée des gens, au lieu de voir ce que les gens font. C'est le tatami. On ne parle que de ça. Personne n'a vu que, ok, il a remis les commissions en place. Il a discuté des commissions, il a nommé des gens dans les commissions pour que ces commissions puissent organiser les choses. On n'a pas vu ça, on a juste vu que,
on a fait ceci. Je veux aussi revenir sur le cas du général Semengue. Il faut que le général sache que je prends le cas de la France, parce que c'est un pays où je connais, que j'y suis. Les présidents de la Ligue professionnelle sont élus régulièrement. Donc je trouve normal que, même si Eto'o demande la dissolution de la Ligue pour la réorganiser et mettre aussi à son sein un roulement démocratique, c'est tout à fait normal. Afin de changer, tout à l'heure, je comprenais le représentant de l'LPC disait que les dynamiques sont très importantes pour pouvoir impacter les changements. Donc, dans l'ensemble de ce que Eto'o fait, c'est aussi apporter une nouvelle dynamique, apporter des nouveaux, imposer des nouveaux challenges pour que le monde du football que lui il a vécu, peut-être qu'il n'a pas vécu ça au Cameroun avant qu'il n'ait pas connaître le bonheur à l'extérieur, pour que le bonheur qu'il a connu à l'extérieur, il puisse le ramener là-dedans. Pour vous rendre compte, nous qui sommes dans le football amateur, on n'a pas de subvention, mais nous dépensons aussi énormément d'argent pour entretenir ces gamins que les clubs de la D1 et D2 viennent prendre gratuitement. Mais nous, on a passé 4 ou 6 mois pour les entretenir et les amener. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand devant ce mari, c'est qu'il a fait jusqu'à présent. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense que si on mettait sur la balance un certain nombre d'acquis qu'il a apporté par rapport au football, nous pourrons lui accorder. Vous voyez qu'à peine il a fait cela, le chef de l'État, comme le RDPC connaît bien faire, on a sorti un décret pour éviter que les infrastructures ne tombent sur le coup de la FECAFOOT. On a créé un organisme pour enlever les infrastructures, pour les rattacher au ministère, afin d'éviter... L'Office national des infrastructures et équipements sportifs. En France, où vous êtes qui gère ça? Parce que c'est aussi pour éviter qu'il y ait aussi un œil là-dessus, afin de localiser aussi cela. Non, mais les municipalités sont impliquées. C'est l'ex-60 de... Paris joue dans son stade, Marseille joue chez lui, et ainsi de suite. Il y a des clubs qui n'ont pas de... Allez-y, allez-y. Oui, donc au même moment, aujourd'hui, il a proposé que chaque club ait ses infrastructures. Il sait aussi que le modèle européen qui veut transporter en Afrique, au Cameroun en particulier, jusqu'à présent, ce sont les États qui construisaient les infrastructures parce que les clubs, parce que les États estimaient que le football était une partie de leurs prérogatives étatiques pour permettre à la population de se réjouir. Donc ce sont les États qui construisent les infrastructures. Aujourd'hui, il apporte une nouvelle politique permettant à chaque club, et il est en train de réfléchir comment est-ce qu'il peut accompagner, ou bien les collectivités décentralisées peuvent accompagner les clubs pour avoir des infrastructures qui rentrent dans un modèle où chaque club puisse se rentabiliser en fonction des infrastructures qui sont les siennes et pouvoir permettre d'offrir aux jeunes qui ont pris pour métier le football que ça ne soit plus une option, mais que comme tu peux faire la physique, comme tu es en train de faire le journalisme, que les gens aient fait le choix de faire le football et que ce football soit, n'est-ce pas, quelque chose qui puisse ramener de la rémunération pour la famille. D'accord. Vincent. Je pense qu'il faudrait qu'on évite de faire preuve d'amnésie. Il faut toujours se souvenir d'où on vient. Et la FECAFOOT, je dois le dire, je fais partie des Camerounais qui ont été particulièrement dégoûtés par le football à cause du comportement de la Fédération camerounaise de football, qui était devenue une espèce de niche à sous, où tout le monde avait été déterminé à tous les moyens possibles à piocher la main pour pouvoir avoir un peu de pécule. On a vu cela avec les primes des lions indomptables qui étaient payées en centaines de millions, voire milliards et en espèces. On a vu cela avec les retards dans les vols pour se rendre à des compétitions internationales. On a vu cela avec la manière dont les recrutements sont faits, la manière dont le siège de la FECAFOOT le chantier du siège, a été lancé. On a vu cela. Tout cela a fait en sorte que, et je ne parle pas de ce que la manière dont les compétitions étaient organisées à l'époque. Donc tout cela faisait en sorte qu'il y avait vraiment un rejet et un découragement de la part des Camerounais en général et de la plupart des acteurs du football à vouloir s'intéresser véritablement au football. Donc Eto'o arrive dans un environnement difficile, mais un environnement où les gens avaient pris leurs aises et où ils avaient développé des mécanismes et où il était question de manière absolue de profiter des événements et
de l'engagement des uns et des autres pour pouvoir bénéficier de la manne que constituait la cagnotte football. La cagnotte football. Et il y a un aîné qui nous... Les milliards de la Coupe du Monde. Qui m'avait dit comme ça, là, une fois, que la FECAFOOT avait une particularité, c'était que l'argent là-bas, c'était de l'argent frais, en espèces. C'est-à-dire que même le transporteur du sac pouvait, entre un couloir et un autre, trouver les moyens de... Donc, Eto'o arrive, et c'est normal qu'il se fasse des ennemis. Parce qu'il est en train de fermer la manne, il est en train de boucher les trous. Pourquoi? Parce que son programme place les footballeurs au centre du football camerounais. C'est une priorité chez lui. Et donc l'organisation qu'il fait de la FECAFOOT n'a qu'une vocation, permettre aux footballeurs de vivre de leur métier, mais de vivre décemment de leur métier. Et c'est normal, on vit dans un environnement où c'est la perception des choses qui fabrique l'opinion. Les gens ne s'intéressent pas au fond, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la vérité. Dès qu'on a une perception d'un événement et tout, j'ai entendu les gens appeler Eto'o même dictateur à cause du fait qu'il y ait une résolution de l'Assemblée générale qui dit qu'il voulait prolonger le mandat du président et c'est un dictateur, voilà, c'est l'Afrique que les gens ont supporté et tout, voilà, il vous montre qu'il va s'éterniser à la FECAFOOT. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est généralement on dit que quand quelqu'un est dans le feu de l'action, si vous ne comprenez pas quelles sont ses motivations et si vous ne comprenez pas quelle est la réalité du milieu dans lequel il exerce, évitez d'avoir des opinions tranchées. Il faut essayer de comprendre. Et Eto'o, on a l'impression vraiment qu'il a un rêve grand pour le football. Et ce rêve grand brise des petits rêves. Oui, mais qu'il nous aide à l'aider. C'est-à-dire, même dans sa dialectique, il nous aide à l'aider. Oui, je pense qu'il faut d'abord qu'il ait en main J'attendais la la chute, parce machine que si vous vous FECAFOOT. arrêtez là, je dirais que vous ne l'aidez pas. Allons-y, continuons. Je disais, je pense qu'il faut qu'il prenne en main la machine FECAFOOT. Et ça, c'est pas facile. Parce que les intérêts qui tenaient cette maison étaient des intérêts assez puissants. Vous vous souvenez de l'ouvrage du ex-directeur de campagne. Non, pas Bruno Tagne, du brillant journaliste Jean Labenan, Desperate Football House. Il a fait un séjour comme secrétaire général là-bas. Quand vous lisez cet ouvrage, vous avez la chair de poule. Vous vous demandez si... ce n'est pas un cafarnaum. Ce n'est pas un milieu où, pour un oui ou pour un non, vous pouvez perdre carrément votre vie. Ce n'était pas un milieu où, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses évoluent. Et c'est la première fois que je savais même qu'une assemblée générale, personnellement, je ne savais pas qu'une assemblée générale de la FECAFOOT se tenait en dehors du comité exécutif. C'est maintenant là qu'on voit qu'il y a une façon dont la FECAFOOT une forme de conseil d'administration et puis une assemblée générale, un bureau exécutif. Il y a des réunions qui sont organisées et qu'il y a des comptes rendus de ces réunions. Donc il faudrait qu'on soit indulgent avec l'homme et qu'on attende les résultats. Et les résultats, c'est en matière de football. Football interne, mais aussi football de l'équipe nationale sur le plan international. Alors on va sortir par là. Avez-vous le sentiment qu'il a les coups des franches? Regarde surtout, il faut préciser la question, de cet environnement qui est un peu, je ne vais pas dire réfractaire, mais qui est vraiment difficile. L'environnement, c'est quoi? C'est qu'il y a, malgré toutes les injonctions de la FIFA qui demande d'éviter les ingérences, on sent toujours cette volonté des pouvoirs publics, du gouvernement à vouloir dire un mot dans les questions de football. Il y a les acteurs même qui n'ont pas toujours la même vision, qui ne sont pas toujours en harmonie. Il y a évidemment l'opinion, les spectateurs que nous sommes. Je veux dire que nous ne sommes pas forcément des entraîneurs, mais chacun peut faire 12 joueurs ou alors 11 joueurs de l'équipe nationale, de la sélection qui devrait aller au Qatar. Alors, regardons de tout cet environnement qui n'est pas aisé, qui n'est pas facile. Je ne vais pas demander cela le profil Eto'o, son expertise en matière de football. Je veux dire, c'est certainement le Camerounais le plus avancé sur les questions de football. Mais aura-t-il les coups des franches? C'est celui, en tout cas, qui a le plus d'étoffe de tous. Pour rester dans les... c'est celui qui non seulement a eu le parcours qu'il a eu, mais qui a les bras longs, comme lui-même il dit, de jour et de nuit. Personne d'autre n'a sa carrure. Non, ce que je veux dire par là, c'est que où il va arriver et qu'il devra voir et qu'il est capable d'affronter à la date d'aujourd'hui,
je ne vois personne d'autre en mesure de le faire, tel que l'environnement est configuré. Donc pour vous, je veux dire, en dehors des taux, le football, c'est... Non, là, dans l'immédiat, si on en reste aux acteurs que je vois là, on est reparti pour 15 ans de procédure. Donc, effectivement, en même temps qu'on l'encourage à aller de l'avant, et parce qu'en si peu de temps, il a quand même fait pas mal de choses, tellement nous avions été sevrés. Et donc, on se demande ce que ce sera, ne serait-ce qu'au bout de 4 ans, si ça continue sur cette lancée. En même temps, on lui dit d'avoir quand même une oreille attentive, de tenir compte de ce que, oui, il faudra qu'il fasse aussi avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. D'accord. Ça rentre pareil. Yves. Mais c'est lui qui a les épaules les plus larges. Oui, et effectivement, je prends la suite de l'aîné Charles Negan pour dire que c'est vrai, Samuel Eto'o est la personnalité qu'il fallait pour venir mettre un thème à certaines dérives qu'on entendait de part et d'autre. Et moi, j'ai été notamment subjugué par sa capacité à fédérer ses anciens coéquipiers. Il me souvient que quand Didier Drogba... C'est de là que j'attendais le justement, je sais pas il me souvient que quand Didier Drogba échoue dans la même tentative en Côte d'Ivoire, le reproche qu'on lui fait, c'est de n'avoir pas été capable de concilier le monde du football. Et c'est pour ça que moi, je demande beaucoup à Samuel Eto'o en termes de compréhension et de conciliation, parce que je sais qu'il en est capable. C'est-à-dire que les concessions qu'il a faites avec ses anciens coéquipiers, avec l'AG de 2009, elles sont plus grandes que les petites personnes qui s'agitent là et qu'il, à mon avis même, il y a parfois des personnes qu'il faut ignorer. Et je peux commencer même déjà à dire ici que, eu égard à ce qui s'est passé au TAS, les gens qui se prévalent d'avoir saisi le tribunal suisse, ils vont également échouer. Et je ne sais pas à quel cas ils échoueront là-bas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc il faut que Samuel compose également avec ces gens-là pour leur montrer qu'en réalité, je ne suis pas là pour mes intérêts personnels. Nous savons tous qu'il est à l'abri du besoin. Il n'est pas venu là pour se faire de l'argent à la FECAFOOT. Il n'en a pas besoin. On doit profiter de sa présence-là. Et que son objectif est ailleurs. Voilà, son objectif est ailleurs. Moi, j'ai une fois sur ce plateau, j'avais dit que moi, je vois bien Samuel Eto'o. Et c'est qu'il est ambitieux. Je le vois bien au niveau de la CAF. Je le vois même peut-être au niveau de la FIFA. Donc, la FECAFOOT peut être un passage pour lui. Il ne faut pas qu'il vienne que dans le cadre de ses combats futurs, il aura besoin de tout le monde. Justement, il ne faut donc pas qu'il se fasse des tâches. Je pense que vraiment, non, on n'a plus beaucoup de temps. Samuel il n'a pas les coups des franges, ça se voit. Donc, un ancien membre du comité exécutif lui avait dit que le Libéria, ce n'est pas le Cameroun. Bon. Donc, ça veut beaucoup dire. Oui. Donc, ça veut dire qu'on lui prête déjà certaines ambitions. Et on est prêt à ce qu'il échoue pour que demain, ces ambitions-là qu'on est en train de lui prêter ne se réalisent pas. Donc, il aura notamment besoin d'utiliser toute sa baraka, tout son charisme pour avancer. Ça ne fait que 8 mois qu'il est là, mais on voit que il est obligé de batailler dur pour avancer, dans son programme. Donc, forcément, ça ne va pas être facile. Son ancien directeur de campagne s'est exclamé une fois en disant qu'il n'est pas sûr qu'il va terminer ce mandat. Donc, mais nous souhaitons qu'il termine son mandat et qu'il aille jusqu'au bout pour le bonheur des fans de l'équipe nationale du Cameroun et pour le bonheur des Camerounais. Jean-Jacques. Oui, je ne vais plus revenir sur tout ce que les compagnons ont dit sur le plateau, mais il est sur la bonne lancée. Il a remis au grand jour tout ce qui était avant. Il a ramené les ballons d'or du football camerounais, ce qu'on a vu connu avant. Ce sont ces petites choses qui vont amener à nouveau les Camerounais à adhérer à son projet. Parce qu'en fait, il a ramené tout ce que lui aussi il a connu avant qu'il ne parte en Europe. Les awards, tout ce qui était un attrait pour le football, il a fait en sorte que tout le monde, il est en train de les installer. Le trophée des champions, le champion de la Coupe du Cameroun, le champion du championnat. Oui, c'est autant de choses qui font en ce que il transporte tout ce que lui a vécu et qui faisait partie du bonheur des supporters. Il ramène ça au Cameroun pour que, à chaque niveau d'échelon, il essaie de mettre en place cela. Et je souhaite que, dès qu'il va finir avec les championnats professionnels, qu'il s'attaque aux autres maillons du football. Parce que tous ces maillons ont besoin de son apport pour assainir tout cela. La tâche est immense. Vincent. Oui, je pense que pour terminer, M. Eto'o devrait tenir compte de l'environnement. On ne va pas dire politique parce que ça va englober ensemble la classe politique, mais il faudrait qu'il se rappelle qu'il est dans un environnement complexe et qu'il devrait
s'entourer de personnes qui soient capables de lui permettre de lire les codes qui sont liés aux contraintes de pouvoir, le pouvoir d'État, aux contraintes de pouvoir d'État, aux enjeux liés au pouvoir de l'État et tout ce qui tourne autour de la force que représentent certaines personnes qui comptent, ces personnes-là comptent sur l'engouement que peut susciter le football à des fins électoralistes, je ne vais pas provoquer, à des fins électoralistes ou alors à des fins de mobilisation générale autour du grand chef, etc. Il faudrait qu'ils tiennent compte de cela et qu'ils soient capables de lire et de décoder la manière, parce que malheureusement le pouvoir, il ne parle pas verbalement, il parle en acte. En espérant qu'il sait peut-être que comme le football est quand même à l'image de notre pays, et le football, est-ce qu'il peut unir et même aussi diviser les Camerounais? Il est accompagné par le pouvoir. On espère qu'on va pas confier à Ito-Fils tous les maux de la société non plus. Hein. Bien sûr. On va terminer avec cette annonce. Il s'agit d'un communiqué conjoint OTS, OTA, SECAM, vous savez, sont les syndicats des enseignants, signé ce 30 août 2022 à partir de Vomeka. Le communiqué annonce le lancement de la grève pour la rentrée scolaire 2022-2023. Bon, ils se disent déçus à l'issue des différentes rencontres entre les autorités gouvernementales, les ministères sectoriels concernés. Et ils le disent assez bien. Au regard de la mise aux oubliettes des revendications, je cite, les revendications légitimes et légales posées par les enseignants, du refus du gouvernement d'appliquer les hautes instructions du chef de l'État, du désir flagrant d'étouffer les OTS, OTA-CK, représentant véritablement les enseignants par le gouvernement qui prétend avoir résolu 95% des revendications et des syndicats. Alors, ils annoncent donc la reprise de la grève dès la rentrée scolaire prochaine. Ils invitent les enseignants à reprendre normalement le service, assister au conseil d'enseignement du premier trimestre dans le département relatif à la discipline concernée, assister à l'assemblée générale du premier trimestre, être présent à son poste de service durant sa période de travail. Pour la période allant du 5 au 9 septembre 2022, s'abstenir de toute activité pédagogique ou de toute autre activité non mentionnée dans les points ci-dessus cités. Donc, on va certainement avoir l'occasion de revenir là-dessus en termes de débat dans nos éditions d'information également ou sur nos plateaux pour davantage débriefer cette actualité. Je voudrais vraiment vous dire merci, hein, cher monsieur. Je veux dire, c'est toujours agréable d'avoir un débat aussi pertinent, mais dans un esprit serein et apaisé. Je voudrais vous en remercier. Jean-Jacques, merci à vous également. Pardon. Vous qui étiez sur ce plateau à travers le téléphone depuis la France. Merci Vincent pour cette première. Un dernier cafard. Merci à vous. Plaisir partagé. Et à vous tous également. Merci à vous à la maison à mardi prochain pour une édition 48 ans. Bonsoir. Bonsoir.